Merci d'être avec nous. Il est 19h48, on est en direct et c'est Touche pas à mort. Quel bonheur de voir de gens que j'aime autour de cette table. Oh. Des gens que j'aime et qui sont grassement payés, qui sont donc heureux d'être là. Et même s'ils n'étaient pas payés, ils seraient heureux quand même. On va revenir sur les buzz du jour. Et bien sûr, Quel bonheur. mon chouchou. Je suis content d'avoir retrouvé ce côté du plateau. Ah, par contre, ils vous ont mis une voix là, c'est la Ouais, cathédrale. je suis en écho, j'ai l'impression d'être dans Notre-Dame. Ah ouais, non, c'est vrai. Il est venu le temps des... Pour toi, il est venu le temps d'être au chômage. Alors, bonsoir, mon Gauthier. Bonsoir. que j'aime. Alors, on va faire les buzz du jour. J'aimerais qu'on... J'adore quand on fait... Ah, tu sais que c'est moi qui ai eu cette idée. Mais oui, vous me l'avez dit. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je vous ai tout de suite dit que c'était l'idée la plus brillante de la saison. Oh là, les deux, là. Alors, premier buzz. Premier buzz, la folle journée des Républicains. C'était un vaudeville, une pièce de théâtre, des portes ont claqué, des doubles de clés ont permis d'ouvrir des portes. Oui, je suis un peu... Tu viens de sortir de chez toi ou quoi? J'ai jamais vu un, il est excité comme une puce. Il est content de vous voir. Toujours content de nous voir. Alors, La journée donc, dingue. Éric Ciotti, qui a donc passé un accord avec le Rassemblement national en vue des prochaines législatives, s'est fait lâcher par 90%, même plus que cela, des cadres de son parti, pas des militants, hein, des cadres, des élus. Exactement. Et il a donc eu sur le dos une procédure de destitution puisqu'il est président du parti. Et pour éviter que le bureau exécutif se réunisse, il a commencé sa journée par fermer les portes du siège des Républicains devant le Palais Bourbon. Alors justement, on va revenir là-dessus. Regardez, c'était sur le site de Jean-Marc Morandini. On voit la fermeture du bureau d'Éric Ciotti. Regardez. Cette image qui nous arrive et que vous allez voir dans un instant, puisqu'au siège des Républicains, les portes sont en train de se fermer. On apprend à l'instant qu'Éric Ciotti vient de faire fermer le siège des Républicains pour éviter que la réunion qui devait se tenir ne se tienne. Et vous le voyez donc sur les images d'Olivier Gangloff, au moment où je vous parle, le siège des Républicains qui se ferme. Qu'est-ce que ça voudra dire du reste de la journée et surtout des décisions d'Éric Ciotti? Eh bien, on le verra sans doute plutôt en fin d'après-midi après le bureau politique. Voilà. Alors, c'est vrai que Ouais, c'est un boulevard, c'est une pièce. alors déjà c'était en direct chez Jean-Marc Morandini, voilà tout à l'heure, hein, Ouais. voilà, sur CNews. Et c'est vrai que alors, c'est un truc de fou. Après la fermeture des portes, il y a un mec qui a essayé de rejoindre son bureau. Visiblement, il n'a pas été informé de la fermeture. Regardez, c'est énorme. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Non. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Alors, oui, c'est dingue. c'est incroyable ça. Alors, Guilhem Carayon nous a rejoint. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a envie de Bonsoir, savoir ce qui Cyril. se passe. Vous êtes porte-parole et vice-président des Républicains. C'est vrai que cette histoire, voilà, aujourd'hui, on s'est dit, c'est vrai que c'est une pièce de théâtre. Racontez-nous un petit peu. Non, moi je crois que c'est le choix du courage de la part d'Éric Ciotti, qui est le président des Républicains. Il a été élu par les militants, notre famille politique. Il a été élu il y a un an maintenant. Il y a plus de, je crois, 54% des militants qui l'ont élu. Ouais. Moi j'ai pris la même décision. Je suis président des jeunes de LR. J'ai aussi été élu par les militants. Donc je pense que c'est une position qui est courageuse et qui est surtout soutenue par la base de nos militants, par la base de nos sympathisants et puis surtout par tous les électeurs de droite qui sont parfois partis chez Jordan Bardella, chez Mario Maréchal, Éric Zemmour et qui croient plus au LR parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup de LR aujourd'hui qui se sont vendus à Macron, qui ont demandé une coalition avec Macron, qui aujourd'hui nous en veulent parce qu'on dit qu'il faut parler au Rassemblement national, s'allier avec le bloc aujourd'hui qui est majoritaire et qui reprend nos idées. Mais quand il s'agissait de s'allier avec Macron, ils n'ont absolument rien dit. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, aujourd'hui ils nous donnent des leçons, ils ont quitté notre famille politique. Moi je n'oublie pas ça. Alors, moi, justement, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Y a plein de gens qui disent, dites-nous si, voilà, si c'est l'avis d'Éric Ciotti, et ils disent, voilà, on n'est pas d'accord sur tout avec le Rassemblement national, mais ce qu'on veut, c'est une union des droites. Est-ce que c'est votre stratégie? C'est pas forcément l'union des droites, c'est l'union de tous ceux qui aiment la France et qui supportent pas de la voir se déclasser, qui supportent pas de voir qu'il y a des Français qui souffrent. Il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a des dizaines de milliers de jeunes qui font la queue à des distributions alimentaires tous les jours parce qu'ils peuvent pas manger à leur faim. Moi, je crois que le bilan d'Emmanuel Macron, et je pense que les Français se rendent compte aujourd'hui, depuis 7 ans, c'est catastrophique sur tous les domaines. Le domaine économique et social,
la dette qui explose, le pouvoir d'achat qui est en berne, l'insécurité qui explose, la crise migratoire, la crise de tous les services publics. Il faut mettre un terme aux macronistes. Et moi, je dis aux Français, on a l'occasion de le faire dans 3 semaines, le 30 juin et le 7 juillet. Il faut aller voter pour le bloc aujourd'hui majoritaire autour de Jordan Bardella et d'Éric Ciotti. Alors, quelle sera votre place Est-ce que vous avez négocié quelque chose? Éric Ciotti, il a négocié quoi? Parce qu'on a envie de savoir avec Gauthier. Bon, il a rien négocié dans le sens où il est député des Alpes-Maritimes, il a déjà été élu avec des candidats du Rassemblement national. Si Jordan Bardella est Premier ministre, il a négocié quoi? Bon, Éric Ciotti, C'est un portefeuille. pour le coup, Éric Ciotti, il n'est pas trop en danger dans sa circonscription. Je vous rappelle, juste une chose, il y a 2 ans, nous, on a été candidats aux élections législatives. Ceux qui ont gagné, ils ont gagné 1 mois après que Valérie Pécresse ait fait 4%. Donc en fait, c'est des gens qui ont gagné dans un contexte national horrible. Donc là, je pense que ces gens-là auraient été réélus aussi. Là, on fait une alliance parce qu'on considère qu'on a la capacité de changer la vie des gens dans 3 semaines. On peut avoir une majorité à l'Assemblée. C'est soit nous, soit la NUPES. Soit nous, soit la NUPES, soit le bloc macroniste. Nous, on considère que le bloc macroniste... Là, d'après les sondages, c'est soit vous, soit la NUPES. Oui, la NUPES aujourd'hui... Mais la NUPES, je crois qu'elle n'existait plus d'ailleurs, elle est de retour. Quand il s'agit de se partager les postes, là, ils sont tous revenus, ils sont tous copains. Hier, ils se détestaient. Là, ils sont tous copains. J'aimerais savoir un truc. Non, mais j'aimerais savoir un truc, Gauthier Lebray. Je vous pose la question. Pourquoi tout le monde tombe sur Éric Ciotti et pourquoi personne ne tombe sur Olivier Faure. On tombe pareil. Parce que franchement, c'est... Dans les médias, Pourquoi dans les médias, on tombe beaucoup moins sur Olivier Faure, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, qui s'est allié à la LFI et plus que sur Éric Ciotti? Parce qu'il est de gauche. Ah, d'accord. Bon, Parce qu'il est de gauche. Donc, voilà, donc il a la carte. Et donc, effectivement, les médias sont plus tendres avec le Front populaire qui décide de s'allier malgré toutes les insultes, tous les colibets, les accusations d'antisémitisme. Sébastien Delogu, on va encore parler de lui qui appelle quasiment à l'insurrection, le culte du chaos. Voilà, il y a une espèce de, comment dirais-je, une bienveillance médiatique pour le Front populaire qu'il n'y a pas pour cette union des droites. Mais il y a quand même aussi, chez Éric Ciotti, Guillaume Carion, une envie de sauver des postes, une envie de devenir peut-être ministre de l'Intérieur, et une envie de faire élire des gens sous cette double étiquette. En fait, on se dit... Moi, ce que j'ai pensé, Guillaume Carion, et vous allez me dire si j'ai tort, et ils font ce qu'ils veulent, mais moi je me suis dit, Éric Ciotti a négocié le ministère de l'Intérieur avec Jordan Bardella. En fait, ce qui se joue là, c'est une majorité pour la France dans 3 semaines. La question, c'est est-ce qu'on a des points de convergence avec d'autres partis? Moi, j'en ai quasiment aucun avec la NUPES. J'en ai pas non plus, je crois, avec les macronistes. Et il se trouve qu'avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, en fait, on a 90 ou 95% de points communs. Sur la retraite, sur le pouvoir d'achat, sur les impôts. Justement, je vais vous faire une confidence. Avec Éric Ciotti, on était hier avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et il se trouve qu'il y aura 3 priorités dans cette campagne. C'est 1, la question du pouvoir d'achat, 2, la question de l'insécurité, 3, la question de l'immigration. Et c'est 3 sujets qui étaient centraux dans notre projet aux dernières présidentielles. Donc moi, tous ceux qui me disent « vous n'avez rien à voir avec le RN, pourquoi vous alliez avec des gens qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs ?» Regardez notre projet en 2022, comparez-le avec celui qu'on va présenter aux Français dans quelques jours. Je pense que ce sera le même à 95%. Ne serait-ce que sur la retraite, vous n'êtes pas d'accord? Je vous dis, la retraite à 60 ans, oui, mais je vous dis, les retraites, la question des retraites, ce ne sera pas l'enjeu central de ces élections législatives. Nous, on dit que la situation, elle est... Non, mais moi, je vous dis, la situation, elle est urgente dans le pays. En fait, ce que vous êtes en train de dire, Guillaume Carion, j'essaie d'expliquer pour Valérie Benaïm et Mamie, c'est que... Ah non, mais moi, je suis pas... Là, vous êtes en train... Non, s'il vous plaît, vous êtes en train de dire qu'il y a urgence à agir vite pour les Français au quotidien. Sur 3 domaines prioritaires. Donc c'est ça que vous êtes en train de dire. Alors, pouvoir d'achat, immigration, insécurité. Donc vous dites que... Sur ça, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai vu Jordan Bardella tout à l'heure ce matin, qui disait que sur la retraite, ce sera quelque chose qui... Ils ne feront plus la progression de la réforme. Exactement. Voilà. Donc le truc, c'est que c'est quoi votre position? C'est... Il y a des choses plus importantes pour les Français aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs à aider, il y a les hôpitaux qui sont dans un état de délabrement extrême, il y a la police qui a des moyens qui sont catastrophiques. Et à chaque fois, je vous dis, je me prends le temps de parler avec des policiers, à chaque fois qui souffrent, qui me disent qu'ils souffrent et qui se confient à moi souvent et qui me disent qu'ils ont de moins en moins de moyens. Ils parlent aussi, et vous pensez d'abord aux écoles aussi, où les moyens de l'éducation sont catastrophiques et que les professeurs et les instituteurs sont étranglés, ils n'en peuvent plus. Voilà. Vous pensez donc à tout ça. C'est ça. Vous dites quoi en fait? Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit
ce matin, Jordan Bardella, il y en a qui ont dit que c'était une erreur, il y en a qui ont dit que c'était pas une erreur, qui ont dit ce qu'il a dit sur la retraite, c'était une erreur, puis il y en a qui ont dit non, il a raison, il y a d'autres choses plus importantes et plus prioritaires à faire très vite. Est-ce que vous pensez vraiment, Guilhem Carayon, si vous alliez au Rassemblement national, si vous avez une majorité, le but c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée. Oui. C'est pour voir, parce que pour agir. J'explique aux Sans majorité, on ne peut pas agir. Parce que j'explique aux téléspectateurs, c'est-à-dire que mais moi c'est ce que je vois un petit peu là en ce moment, c'est ce que je vois un petit peu pointer, se pointer le 7 juillet. C'est que j'ai peur qu'il y ait trois blocs qui soient à peu près à égalité de voix. Ouais. Donc là, c'est le pays qui est bloqué. Ça va jouer à peu de choses. Ça va jouer à peu de choses. Ouais. Oui, c'est pour ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont réceptifs. Avec Éric Ciotti, depuis hier, on a reçu, je ne sais pas combien de messages, des milliers de messages d'électeurs qui votaient plus pour nous, qui disaient vous nous avez déçus par le passé, mais là, c'est un peu comme le cri de l'espérance, quoi. On a l'impression que vous avez trahi votre famille politique. Comment ? Il y en a qui disent aussi que vous avez trahi votre famille politique. Non mais Parce qu'il y en a qui disent que le LR a toujours dit Sarkozy, Chirac, etc., qu'il y avait une digue infranchissable. Or, cette digue-là, vous l'avez... c'est parce que Nicolas Sarkozy, j'ai vu une interview de lui qu'il a fait il y a quelques mois, quelques semaines, qui tournait sur Twitter, où il disait plus tout à fait ça, Nicolas Sarkozy. Non, il disait que c'était insupportable de dire que le RN n'était pas dans l'arc républicain. C'est autre chose. Mais Nicolas Sarkozy, il était pour une alliance avec Emmanuel Macron. Il œuvrait une alliance avec Renaissance. Alors, je sais que vous avez de l'autre côté. Moi, les gars, je me fais l'avocat du diable ce soir. Je vais vous dire, on va se dire la vérité. Quel est leur intérêt, les gars ? Et là, je parle en termes politiques, comme dit Gilles, quand on fait de la politique. Donc, en termes, je suis cynique. Quel est leur intérêt d'aller s'allier à Renaissance ? Aucun. Ils n'ont aucun intérêt, zéro. C'est du cynisme. Surtout que Macron, c'est fini en 3 semaines. Les projections là nous montrent que Macron, c'est fini en 3 semaines. Donc là, c'est vrai. Mais moi, je pense que ça va se jouer entre le bloc qu'on est en train de constituer autour de Jordan Bardella et le bloc NUPES. Et la question... NUPES et retour NUPES, en fait. On ne sait pas si c'est... Oui, exactement. Et il faut dire quand même aux gens ce qu'il y a dans la NUPES. Hier, ils se sont alliés. Aucun média n'en a parlé. Mais ils sont alliés avec non seulement le NPA, mais ils sont alliés avec la Jeune Garde. La Jeune Garde, c'est un espèce de groupuscule qui n'a pas encore été dissous par le ministre de l'Intérieur. J'espère qu'il vous l'annoncera tout à l'heure. Ce groupuscule, ils font des ratonnades dans les rues le soir pour aller tabasser des militants parce qu'ils les considèrent trop à droite. Ça, c'est des gens qui agressent, qui violentent. Moi, je m'étonne quand même que les médias n'en parlent pas de ça. C'est quand même un parti qui est quand même... Qui a fait l'apologie du terrorisme après le 7 octobre. Voilà, c'est ça. Donc ça, on n'en parle pas. Ah, mais non, ça parce que les médias n'en parlent pas beaucoup. Mais je suis 100% d'accord avec vous. Comment ça se fait ça ? Il y a toujours 2 poids 2 mesures. Mais il y a toujours 2 poids 2 mesures. Comment on peut mentir autant aux Français ? En fait, je vais vous dire, les médias, la majorité des médias souhaitent cette alliance de gauche, puisque la majorité des journalistes dans ces médias vont voter pour cette alliance de gauche. Donc ensuite, ils doivent écrire les papiers où ils doivent aller parler de cette alliance dans les médias. Donc oui, ils ont de la bienveillance pour cette alliance pour laquelle ils vont voter. Alors que l'alliance avec le NPA ou avec la France Insoumise et les dérapages depuis plusieurs mois sont beaucoup plus choquants que tout ce qu'a dit le RN depuis le 7 octobre. Mais t'écoutes quelle radio, Gauthier, en fait ? Parce que moi, j'ai écouté France Info aujourd'hui, mais ils n'arrêtaient pas de parler justement de ce mariage. Olivier Faure et tu as entendu parler du NPA ? T'as entendu parler du NPA ? Absolument, à 2 reprises aujourd'hui sur France Info. Alors, je t'explique. Moi, je ne l'ai pas entendu. À mon avis, c'est un enregistrement que tu as dû entendre. Je t'explique. France Info, France Inter et sur France Télévisions. Non, pas France Inter. France Inter. France Inter, première radio de France, j'en ai pas entendu parler. S'il vous plaît, Guilhem Carayon. Il y a quelques semaines, je crois que vous l'avez invité 2 fois. Vous avez invité François-Xavier Bellamy. Libération a appelé à l'union de la gauche. Libération a fait la Front populaire et le lendemain a fait la honte avec le visage d'Éric Ciotti. Est-ce que vous vous rendez compte si un journal avait fait ça à droite, s'il avait fait la une, il faut faire l'alliance, il n'y en a pas un qui l'a fait. Non mais bien sûr, il y a un 2 poids 2 mesures, mais juste, il y a quelques semaines, pendant la campagne des Européennes, vous avez invité, je crois, 2 fois François-Xavier Bellamy. Oui. Moi, c'est mon ami, j'ai été hyper fier de faire sa campagne. Il est excellent, il a de belles convictions, et moi, c'est exactement ma ligne. Mais je vais vous dire, on a fait une belle campagne, pourtant on fait 7%. Ouais. Depuis des années, on ne fait que baisser. On a fait 4% à l'élection présidentielle, on a fait en gros 10% à la dernière législative. Juste avant, on avait perdu. On perd tout depuis 2012. Donc soit on se pose des questions et on se dit en fait on va dans le mur et nos convictions ne sont pas représentées, on ne reviendra jamais au pouvoir. Soit on se dit il y a des gens qui ont 90-95% de points de convergence, donc on va les aider. Souvent il y a des LR qui disent... Qu'est-ce qui va faire qu'il y aura moins d'insécurité en France à partir du 8 juillet ? Parce qu'il y a un projet, à mon avis, qui sera présenté dans les prochains jours, très fort sur les questions régaliennes. Pour moi, l'enjeu sur la question de la sécurité, c'est le laxisme pénal
Moi, je suis élève avocat. Je deviens avocat dans les prochains mois. Laxisme pénal, on en parle tous les jours ici. Oui, mais vous avez raison d'en parler parce que les Français les subissent tous les jours. Il paraît qu'Éric Dupond-Moretti travaille, on m'a dit. Et surtout, c'est les gens qui vivent... Travaille à la Poste. Moi, je l'ai pas vu travailler au ministère. Il doit travailler ailleurs. Un emploi fictif. Il doit avoir un autre boulot. Oui. En fait, le pire, c'est que la question de l'insécurité, elle est liée à la question sociale et du pouvoir d'achat. Parce que c'est les gens qui galèrent qui la subissent, l'insécurité. Les gens qui habitent à Paris, dans les beaux quartiers, ils ne la vivent pas, l'insécurité. Ils ne la vivent pas. Donc moi, je crois qu'on a 3 urgences. Et ces 3 urgences-là, si on arrive à apporter des réponses politiques fortes, je pense que peut-être que les politiques retrouveront un peu la confiance des électeurs. Aujourd'hui, la confiance, elle est brisée. Les gens détestent les politiques parce qu'ils ont compris qu'ils faisaient des promesses et ils ne les tiennent jamais. Moi, j'ai l'impression que dans cette coalition qui est en train de naître, il y a des gens qui font le bon diagnostic, qui disent la vérité aux Français et qui ont les solutions sur les enjeux centraux, fondamentaux. Alors est-ce que quand on vous dit que la LFI ou que le RN, ce sont les partis de la haine, qu'est-ce que vous répondez à ça? Le RN... Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans. Et c'est vrai que quand on a 25 ans, moi, je dis, franchement, voilà, moi, j'ai pas grandi avec Jean-Marie Le Pen, avec tout ça. Moi, j'ai grandi. On n'est pas dans ces... On se dit, voilà, on a envie que tout le monde s'entende, on a envie d'être main dans la main, etc. Est-ce que vous pensez que ce sont des partis, le Rassemblement national, est-ce que c'est un parti, voilà, qui est un parti de paix, qui est un parti d'union entre les peuples, etc. Est-ce que vous pensez? Moi, objectivement, depuis que je m'intéresse à la politique, les 2 responsables du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. Sur la question de l'antisémitisme, il n'y a jamais eu un propos condamnable. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Français de confession juive qui votent pour le Rassemblement national. Parce qu'ils considèrent que ce parti aujourd'hui est un bouclier, est un rempart pour eux, face à l'insécurité qui progresse, face à la hausse des actes antisémites. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir une coalition avec des gens qui viennent de chez nous et qui ont des idées un petit peu différentes. Oui. Nous, on est plus pour la liberté économique, on dit plus liberté entrepreneuriale, baisse de la fiscalité. Et eux, ils ont un programme qui est fort sur la question sociale. Et également, je pense, un point de convergence, insécurité, immigration, ça, on dit la même chose. Guillaume Carayon, juste, il y a un petit point là, dans le programme du RN quand même qui me chafouine quand même, hein, vraiment. Alors, il y en a pas mal qui me chafouinent, mais il y en a un plus que les autres. Même beaucoup, c'est la fin de la viande halal et cachère. Hein. Comment je fais? Moi, je deviens végétarien avec ces conneries. Parce que si lui, juillet... je dois manger que des herbes, faut me le dire. Manger des herbes de Haute-Provence, non mais comment je fais? Honnêtement, je pense que ce ne sera pas dans le projet législatif. Ouais. Si la retraite, ça passe après, je pense que ça aussi. C'est clairement pas une priorité. Vous rigolez, mais vous ne savez pas le nombre de gens qui m'ont parlé de ça. Vous ne savez pas le nombre de gens dans la rue qui me disent, Cyril, j'ai un gros problème avec le Rassemblement national. Ils veulent arrêter la viande halal et la viande cachère. Ils m'ont pris pour un boucher, les gars. Vous ne savez pas le nombre de gens qui me posent cette question. C'est pas, non mais on croit que c'est un petit truc, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait ça dans leur projet. Je vous le dis. Et ben voilà, tu vois. J'ai peut-être pensé à 2 fois. Non mais je vous jure que c'est vrai. Guillaume Carayon, vous êtes content de la décision de Éric Ciotti? Vous l'avez suivi à fond? Bah oui, moi je l'ai suivi. Vous en avez parlé avant, il vous a dit Guillaume, voilà. Oui, moi, dès qu'il m'a appelé, je l'ai suivi. Tous les chapeaux à plumes du parti, il n'y en a aucun qui l'a suivi. Donc, comment vous allez faire? Il va faire quoi, Éric Ciotti, alors maintenant? Il a dit, lui, il a été élu par les... Mais déjà, juste, ça montre un truc, c'est le décalage. Il n'est pas exclu, c'est le décalage entre nos électeurs et les barons. Oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, ils ont convoqué un espèce de bureau politique. Ils n'ont pas du tout respecté les statuts de LR. En fait, c'est le président de LR qui convoque le bureau politique. Il n'a pas donné son autorisation. Ils ont convoqué une commission d'investiture pour investir des candidats contre nous. C'est aussi le président de LR qui convoque la CNI. Donc en fait, ils font tout face à lui. Hein. Il ne respecte pas du tout les statuts. Donc évidemment, lui, il reste président de LR. Mais en fait, surtout, il a la confiance d'une majorité de militants. Et il a la confiance des gens, en fait, des électeurs qui nous disent vous faites le bon choix. On voit que dans votre électorat, il y a 50% de gens qui sont d'accord avec lui, 50% non. Donc c'est assez... Ouais, moi, ce sondage m'a un peu interrogé. Je pense que c'est un peu plus, honnêtement. Et je pense que ça va monter peut-être dans les prochains jours. Ce que vous ressentez, vous, c'est plus? Oui. Ils sont d'accord avec vous? Moi, je vais vous dire la vérité. Depuis des années, je suis engagé chez LR. On provoquait un peu l'indifférence. Personne ne s'intéressait à nous. D'ailleurs, les scores le prouvent, ce qu'on fait. Il y a eu un petit frémissement quand même. Oui, mais il y a tellement de gens qui ont été déçus. Moi, j'ai été candidat aux législatives dans le Tarn chez moi en 2022. Les gens, ils me disent tous, en tout cas les électeurs qui ont voté RN, LR, on vous a essayé, ça n'a pas marché. Sarkozy a eu des promesses sur l'insécurité.
Souvent, ce que disent les gens, c'est on nous avait vendu le Karcher, on a eu Kouchner. Kouchner, c'est un ministre de gauche qui était dans le gouvernement de Sarko. Il a 22 ans, il était... Il m'a donné des leçons à moi. Merci, j'étais sympa avec vous. Franchement, ça me fait beaucoup de peine. Hein, je me rappelle, avec le sac de riz. Exactement. Ah oui, alors tu vois. Hein. Non, et du coup, il y a eu beaucoup de déceptions pour des électeurs de droite. Et en plus, Nicolas Sarkozy, on avait parlé tout à l'heure. Mais, Sarkozy, ancien président. Oui, mais il ne nous soutient plus aujourd'hui. Aux élections européennes, il a dit j'aime beaucoup François-Xavier Bellamy, mais je ne le soutiendrai pas. Aux dernières présidentielles, il a dit moi, j'aime beaucoup Daniel Moreau, mais je la pêcherai pas. Et on dit que Nicolas Sarkozy devrait s'exprimer dans les prochains jours et pour condamner la décision d'Éric Ciotti. Oui. Ah ouais, d'accord. Et Bellamy, d'ailleurs, ne suit pas Éric Ciotti non plus. Hein. Non, il a suivi Maupassant. Et Bellamy est le nouveau chef autodésigné par le bureau du parti. Ils ont essayé d'abord... Ils ont aussi décidé... Ils sont à deux. Le bureau est illégal. François-Xavier Bellamy et Annie Genevard, absolument. Mais la tenue du bureau est illégale, donc non. Il faut quand même raconter pour les téléspectateurs, donc puisqu'ils n'ont pas pu organiser ce bureau, puisque la porte était fermée à clé par Éric Ciotti, ils sont allés ailleurs, ils ont voté à l'unanimité l'exclusion d'Éric Ciotti, ils sont revenus avec Annie Genevard qui avait un double des clés, qui a pu entrer pour essayer d'exfiltrer Éric Ciotti, qui a ensuite dû se rendre sur CNews pour faire une interview avec Christine Kelly, où il a annoncé qu'il restait président des Républicains. Et donc là, on en est là, avec deux camps dans un même siège, et on ne sait pas qui va finir par faire déménager l'autre. Il faut quand même donner une explication, parce que la scène, elle paraît un peu ahurissante. Ah oui, elle l'est. Pourquoi Éric Ciotti fait ça? Parce que ce matin, il regarde la télé et il voit des matinales où on a des représentants de la droite, Aurélien Pradier, député LR. Ah, j'ai vu qu'il n'a pas pu voter, lui. Mais surtout, lui... Il s'est trompé de bureau de vote. Non, ça c'est Aurélien Taché. C'est vrai, c'est l'autre. Aurélien Pradier, il est député LR. C'est LFI encore, ouais. De toute façon, les LFI, c'est toujours les champions. Il s'est trompé de bureau de vote. Non, mais Aurélien Pradier, il a dit il faut mettre Éric Ciotti hors d'état de nuire. Il a dit on va aller le chercher dans son bureau. C'est juste Éric, il a fait ça pour des raisons de sécurité. Il s'est dit il y a des gens qui ont envie d'aller me chercher par la force. Pour les ferraillons quand même. Tous les représentants, ils sont allés ce matin chez le plateau. On l'a cet extrait si vous voulez regarder ce qu'il a dit. Il a dit il faut le mettre hors d'état de nuire. Ils disent pas ça pour les djihadistes. Geoffroy Didier a dit on va le virer physiquement s'il faut. Regardez. C'est dingue quand même. On est dans une démocratie. Donc les capsis qui s'enferment dans un bureau et qui disent je sortirai jamais, quand tout le monde leur dit maintenant ça suffit, ça n'existe pas. Il y a des Français qui sont en train de bosser comme des cons, qui tous les jours espèrent croire en la démocratie et qui voient ce spectacle de fou. Donc maintenant ça suffit. Est-ce qu'une CNI peut se tenir dans cette circonstance? Bien sûr, elle se tiendra. Elle doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour investir un candidat. Et si vous barricadez, vous allez faire quoi en fait? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. SAMU. Voilà, donc c'est vrai que c'était... Il y a eu des mots très forts. Un peu excessif quand même. Il y a un ancien sénateur LR qui a d'ailleurs susurré à Emmanuel Macron l'idée de la dissolution, qui a comparé Éric Ciotti à Mussolini. Non. Il y a Xavier Bertrand qui a traité Éric Ciotti de collabo. Donc ça veut dire que vous allez vous allier avec les nazis. C'est ça que ça veut dire. C'est nazifier le RN. Moi, je suis pas sûr que ça marche auprès des électeurs. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'aujourd'hui, à leur bureau politique qu'ils ont organisé, il n'y avait jamais eu autant de chapeaux à plumes. C'est-à-dire qu'ils s'étaient planqués pendant des années, on ne les voyait pas pour nous soutenir. C'est quoi les chapeaux à plumes? Vous pensez à Laurent Wauquiez, là? Non, mais c'est les barons, c'est les Xavier Bertrand, c'est Valérie Pécresse. Moi, je me suis engagé pour Valérie Pécresse dans sa campagne présidentielle. Ah, merde. Mais juste après, elle nous dit quoi? À 20h02, elle dit j'ai voté Macron, alors qu'il y avait la promesse d'avoir une rupture avec Macron. Et puis juste après, on essaye de faire une coalition avec lui pour obtenir des postes au gouvernement. C'est ça la réalité, alors qu'on n'a rien à voir avec Macron. Vous êtes resté, monsieur, à ce moment. À l'époque, vous êtes resté. Pourquoi vous n'êtes pas parti à ce moment-là? Pourquoi est-ce que l'appel du RN n'est pas si... Puisque vous avez l'appel du RN et que vous dites que... Déjà parce que pendant la campagne présidentielle, elle n'avait jamais dit qu'elle allait pactiser avec Macron. Mais d'accord, mais une fois que c'est acté, une fois qu'elle dit qu'elle va, qu'elle demande, qu'elle a une consigne de vote qui est d'aller voter Macron, à ce moment-là, vous vous désolidariser et partir ailleurs. Non, en l'occurrence, le RN qui semble moi, à ce moment-là, je me suis engagé avec Éric Ciotti, avec Laurent Wauquiez, parce que c'était ceux qui défendaient une ligne de rupture totale avec Macron. Et je me suis dit, ils vont reconstruire de l'intérieur LR. Moi, je me suis dit, en fait, LR, je me suis engagé dans ce parti, le parti était déjà tout en bas. Et je me suis dit, on va reconstruire les choses de l'intérieur, on va améliorer le fonctionnement, on va renouveler les méthodes, les pratiques, les visages, on va changer le truc de l'intérieur. Et ça aura peut-être de la gueule, on reviendra un peu au temps du RPR. Moi, je n'ai pas connu, mais visiblement, nos aînés, ils disent que c'était le parti qui arrivait à allier en fait, la France qui galère et la France qui va bien. Et moi, c'est raté, non? Juste une question. Raté, ça a explosé, en fait. Ben, justement, c'est parce que c'est raté que nous, on se dit il faut aujourd'hui se coaliser avec ceux qui ont nos idées et qui sont dans une bonne voie pour gagner. Il y a une victoire ou pas? En tout cas, il le faut. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril, ça va se jouer à peu de choses. Moi, je pense qu'entre le bloc de la NUPES et le bloc autour de Jordan Bardella, ça peut se jouer à quelques dizaines de milliers de voix près une majorité à l'Assemblée. C'est ça. Si les électeurs se tournent vers le camp des patriotes, de ceux qui aiment la France, de ceux qui veulent la sauver, de ceux qui ont compris que la France était
était dans une situation très compliquée, en fait, à plein des aspects, sur plein d'aspects. Si on se coalise, si vous nous donnez de la force, on pourra peut-être redresser le pays. Vous savez que vous allez réussir. Oui, moi, redresser le pays. En tout cas, moi, ce que j'entends des gens, beaucoup d'électeurs de droite, c'est qu'il y a une espérance qui est forte. Il y a une espérance. Moi, que j'ai jamais vécu, en tout cas, chez LR aussi forte. Pendant la campagne européenne, on se disait, ah oui, peut-être qu'on va gagner 1, 2, 3 points. Mais bon, pour faire quoi? Pour faire 8%? 9? On ne change rien en faisant 9%. Moi, je m'engage parce que j'ai envie qu'on améliore le quotidien des gens. On le disait tout à l'heure, les gens, ils galèrent tellement. Si on s'engage juste pour faire 9%, pour être en gros debout la France en un peu plus, ça sert à quoi? Moi, j'ai envie qu'on accède au pouvoir et qu'on change la vie des gens. Merci Guillaume Carayon d'avoir été avec nous. Dans un instant, sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie. L'ex-député insoumis Sébastien Delogu appelle à l'insurrection. Doit-il être sanctionné? On va en parler dans un instant. Oui, lui, de toute façon, il les enchaîne. On va en parler dans un instant. La ligne LFI, classique. Lui, c'est un jour une connerie. Hein. C'est un truc de fou. Lui, c'est un génie. Tant eux, oui, toute l'équipe. Hein. Il n'y avait pas de questions sur Guillaume? Pas du tout. Merci, salut. Guillaume, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. Et Gauthier, vous restez. J'y suis, j'y reste. Hein. Merci, super. Eh ouais. Il est 20h20, merci d'être avec nous, ça touche pas un mot. Merci d'être avec nous. Il est là, il est beau, il est pur, il est frais. Merci. C'est le Gauthier Lebray. Merci Gauthier, merci d'être là mon chéri. On va passer au deuxième buzz du jour, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Donc, l'ancien député, puisqu'il a été dissous comme tous les autres, enfin dissous, l'Assemblée a été dissous. C'est des effets ralgants tout ça. Tous étaient dissous. Qui avait donc brandi un drapeau de la Palestine dans l'hémicycle et qui avait été exclu pour 15 jours. Et son exclusion, elle s'est arrêtée même avant la fin, puisque l'Assemblée a été dissoute par le président de la République. Il a été filmé et la vidéo a été publiée par le média Frontières. C'est le champion. Voilà, ancien média Livre Noir. Il échange avec des jeunes, des quartiers, et il leur dit donc la phrase suivante: « Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie ». Alors évidemment, il va plaider le second degré, mais c'est tellement logique avec l'esprit de la France insoumise qui cherche le chaos, le second tour avec Marine Le Pen, pour que ça soit ensuite le chaos et l'insurrection. Tout ça est logique. Vous allez dire ce que vous en pensez. Doit-il être sanctionné? Bien sûr que oui. C'est bien sûr. C'est même pas. Vous allez voir l'extrait encore chez vous et vous allez voir. De toute façon, il va y avoir que des oui à part Gilles Verdès comme d'habitude. Voilà. Sérieux? Les mecs, on a compris. Regardez l'extrait d'abord parce que vous ne pouvez pas vous prononcer pour l'instant. C'est puni par la loi. L'appel à la rébellion. Oui. Vous avez vu l'extrait? Oui, j'ai vu. Quand, qui, coup? Tout à l'heure, il y a 5 minutes. Ah, il y a 5 minutes. 5 minutes. Vous étiez en plateau pendant les pubs. Allez, c'est parti, regardez. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Ça va changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Violence. À mon avis, lui, il y a des neurones qui ont sauté, ça c'est sûr. L'appel aux émeutes, L'appel aux émeutes. Non, mais vous avez refusé d'appeler au calme il y a un an. C'est catastrophique. Le chaos. Non, mais évidemment, il doit être sanctionné. Et moi, il y a une question que je me pose. Comment on peut voter pour des gens comme ça? Il y a une question que je me pose. Vous vous rendez compte le chaos? Non, mais franchement. Mais au-delà de ça, il y a une Comment on peut s'allier à des gens comme ça? Exactement, comment on peut s'allier à des gens comme ça? Olivier Faure qui. J'ai honte pour le Parti socialiste. Moi aussi, j'ai honte pour les écolos, mais c'est indigne. Mais c'est honteux. Tout ça pour avoir des sièges et pour avoir le pouvoir. Non, mais c'est honteux. Comment tu peux te. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Question sur la LFI. Qui démarre, lui, on dirait un scooter des mers. Celle qui lève le doigt. Qu'est-ce qu'il a? C'est vrai, je suis le seul à lever le doigt en plus. Mais je me demande un truc sur LFI et sur tous ces grossiers personnages, entre les appels à la haine, l'antisémitisme, les appels au chaos, à la violence. Quelle est la différence entre LFI et les groupuscules extrêmes comme Génération Identitaire qu'on a vu, qui ont été dissous et à juste titre? Est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose avec LFI? Ce ne sont que des appels à la violence. Il faut se poser la question. Je suis un peu d'accord. Carl Olive, le député Renaissance, avait dit dans une matinale, il faut dissoudre la France insoumise. Non, mais ça devient très grave. La différence avec Génération Ça devient très grave la France insoumise. Et ça encore. Mais ça, vous vous rendez compte de ça. Et attendez, j'ai un autre extrait après. Ça peut tomber sous le coup de la loi, ça, quand même, parce que ça peut être de la provocation directe à la rébellion, c'est 2 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, c'est un délit. Jean-Mi. Oui, non, mais c'est un délit. Et si un jour il y a des morts parce que les gens descendent dans la rue suite à l'élection législative et que ça dérape, que les lieux s'enflamment, etc. Et c'est comme on voit en ce moment tous les soirs des manifestants contre le RN. Mais les mecs, c'est quoi ça? Ils croient. Et les mecs pensent en fait
qui vont faire peur aux gens et que les gens vont pas vont se dire ah bah non on va voter la France insoumise parce qu'on a peur. Et bien sûr. Mais ils pensent quoi? Les Français ils ont et je vous le dis. Les Français, ils sont pas bêtes, sachez-le. C'est ça le problème de certains politiques. Ils nous prennent pour des idiots. Non mais ça, ils nous prennent pour des jambons. Non mais hier, il y a eu une banderole pour des khaloufs. Même tout le cirque, les gens le voient là, tout le cirque là. Bien le cirque qu'ils sont en train de faire, les gens ils le voient bien, toutes les magouilles, toutes les alliances, les gens ils sont en train de le voir, ils sont en train de les Ils nous prennent pour des cons, je sais. Hier, il y a eu une banderole Jordan t'es mort. Jordan t'es mort en réaction, en référence à Cédric Doumbé, le boxeur qui avait fait pareil avec un matelas face à son concurrent. Jordan t'es mort, c'était pour Jordan Bardella. Donc c'est quelque part un appel au meurtre dans les manifestations d'hier anti-RN. On peut critiquer l'alliance de droite. Je suis désolé, il n'y a pas d'équivalence entre l'alliance de droite et l'alliance de gauche. Quand on regarde toutes les déclarations de la France insoumise, non seulement depuis le 7 octobre, mais aussi depuis 2 ans. Il y a eu l'épisode des émeutes avant où ils ont refusé d'appeler au calme. Et il y a un journaliste franco-israélien, Julien Baloul, qui a dénoncé le fait que Sébastien Delogu aurait chez lui une carte qui effacerait l'État d'Israël, encore une fois. J'ai regardé juste cette photo qu'on a, voilà. Voilà, c'est... voilà, non mais de toute façon, il les enchaîne. Il les enchaîne et ils sont tout sauf pour la paix pour moi. Ils sont, je vous jure, ils sont dangereux. De l'hyperviolence de la société, ils sont de l'ensauvagement de la société. Ce sont les responsables. C'est un exemple pour la jeunesse qui est absolument... Non mais est-ce que vous vous rendez compte si le 7 juillet, la LFI est majoritaire. Non mais alors le Front populaire. C'est catastrophique. Non mais franchement, comment on fait? Comment on fait avec des fous pareils? Mais vous savez, on fait avec des fous pareils? Non mais grande question. C'est la guerre. C'est une guerre. C'est ce qu'ils veulent. Dans les sondages, c'est pas le plus probable, mais c'est assez proche du Rassemblement national. On disait l'autre jour peut-être que Louis Boyard va être battu, etc. ou d'autres. Peut-être, et c'est le plus vraisemblable, ils vont être réélus. Et en plus, il veut parler comme les jeunes de quartier. Alors, quand il est à l'Assemblée, il veut parler comme un homme politique quand il est avec les jeunes de quartier. C'est pathétique. Il nous prend pour des jambons. Il nous prend pour des raloufs. Gauthier, toi qui es un fin expert de la vie politique, est-ce que tu penses vraiment que des gens, et je connais beaucoup de gens qui ont voté socialiste, voilà, pourquoi pas, tu penses que vraiment ils vont pouvoir aller voter pour le Front populaire? Non. C'est impossible. Une partie, mais je pense que la crainte du Rassemblement national, leur crainte du Rassemblement national va être supérieure à leur détestation de Jean-Luc Mélenchon pour ses électeurs de gauche. Et ils vont voter en se bouchant le nez. Comment ils peuvent ne pas craindre la LFI? Ils vont aller voter Macron. Qui est quand même le parti qui fout le chaos en France depuis des semaines et des mois. Bien d'accord, Cyril. Je te dis qu'à mon avis, dans leur esprit, le RN est le principal danger. Et donc, face au principal danger qu'est le Rassemblement national, on vote l'Alliance de gauche et tant pis pour la France insoumise. Vous avez plus peur de la LFI ou du RN? Mais moi, je vous le dis très clairement, depuis 2 ans, qui met le chaos à l'Assemblée nationale et en dehors, qui refuse d'appeler au calme, qui flirte avec l'antisémitisme, je dis flirte pour ne pas être attaqué en diffamation, exactement. Voilà, vous voyez bien ce que je veux dire, qui refuse de qualifier le Hamas de terroriste. Enfin, la liste est très très longue. Le Rassemblement national est dans une stratégie de normalisation, ce qu'on a appelé la stratégie de la cravate, et la LFI est dans la stratégie du chaos. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux, la normalisation ou le chaos? Vous avez répondu à la question. Oui, Jean-Michel. Non, mais ils appellent à tuer des policiers, carrément. Les filles, à un moment, ils ont appelé carrément à violenter les policiers. Leurs militants ont visé des policiers avec des projectiles. Ils sont des fous. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. C'est fou ce qu'ils peuvent dire. C'est fou. Ils sont la honte de la République, mais c'est évident. C'est le chaos à l'Assemblée, c'est le chaos dans la rue, c'est le chaos partout. Ces gens-là sont extrêmement dangereux, en fait. Et quand je vois que certaines personnes ont envie de voter pour eux, ça m'inquiète. C'est beaucoup plus que très grave, moi aussi, c'est vrai. Très grave. Ça m'inquiète. Après, voilà, après on ne va pas dire aux gens pour qui voter. Mais sur les réseaux aussi, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Faut pas leur donner de leçons. Mais moi, je donne mon avis. Moi, ils me font peur. Je suis désolé. Sur les réseaux, on passe la journée sur les réseaux. Vous voyez que les gens réagissent très, très vivement dans le petit microcosme au score de Jordan Bardella. Et il y a une bienveillance pour ce Front populaire où Léon Blum doit se retourner quand même dans sa tombe. Il a été déporté. Et maintenant, le Front populaire, c'est une alliance avec un parti accusé d'antisémitisme qui dit Yael Braun-Pivet va camper à Tel Aviv, qui dit que la marche contre l'antisémitisme, c'est une marche d'extrême droite qui soutient les massacres à Gaza. C'est ça le Front populaire. Le Front populaire, et on va avoir la répartition des sièges, c'est une majorité de candidatures de la France insoumise, le Front populaire. Il y aura moins de candidats PS alors que Raphaël Glucksmann a fait le meilleur score à gauche aux européennes. Les principaux candidats en nombre de circonscriptions, c'est la France insoumise. C'est la France insoumise. Non mais c'est fait vraiment. Oui, bien sûr que c'est fait. Ah oui, c'est en négociation à l'heure où on se parle. Mais ça va être signé. Bien sûr, FAURE.
Et tous ceux qui à gauche, dans cette alliance de la carpe et du lapin, à gauche, essayent de faire peur aux Français en parlant de l'extrême droite française, il faut quand même qu'ils se souviennent qu'il y a des leçons d'histoire quand même, et que l'extrême gauche, les partis d'extrême gauche dans le monde, ont fait beaucoup plus de morts que les partis d'extrême droite. C'est-à-dire que les plus grandes tueries dans le monde ont été dues à des partis qui se sont revendiqués révolutionnaires et d'extrême gauche. Mais il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens de gauche aujourd'hui qui se sentent orphelins et qui sont perdus. Il faut quand même le dire. Ils se sentent perdus, ils ont voté Glucksmann et ils se retrouvent avec le Front populaire. Voilà, parce qu'ils ont voté Glucksmann parce qu'ils ne voulaient pas voter LFI et en réponse, et qui aujourd'hui se sont bien embêtés. Vous voyez, Cyril, ça serait une question intéressante à poser tout à l'heure à Gérald Darmanin. Quel est le plus grand danger pour lui? Parce qu'hier, j'ai posé la question à Rachida Dati et elle dit dos à dos. C'est la même chose, on les renvoie dos à dos. C'est ce qu'elle a dit hier. Oui. C'est pas ce que dit tout le monde dans la majorité. Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse aujourd'hui, il met un signe égal. Qu'est-ce que fait Renaissance s'il y a un second tour NUPES-RN? Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Je pense qu'il met un signe égal en on. Ah, et oui. en off. Ah, mais alors là, on est 100% d'accord. En off, on est 100% d'accord qu'ils disent tous que c'est le LFI. Mais dans ce cas-là, si. Et d'accord, en off, c'est ce qu'ils disent tous. Renaissance est chassée, ce qui va arriver, dans plusieurs circonscriptions de France, du second tour. S'il y a un second tour. Ce qu'ils n'ont pas compris, Front Renaissance. populaire, RN. Renaissance fait quoi? Ils appellent à voter qui? Ils font rien. Voilà. Donc c'est signe égal. Ils font rien. Exactement, ils font rien. Ils pourront pas. Mais je vais vous dire, où Renaissance se trompe, où ce Renaissance fait une énorme erreur, c'est que leurs électeurs, ils sont plus chez LFI que chez le Rassemblement national. Ça, c'est sûr, je vous le dis. Ils sont plus chez LFI et chez le Parti socialiste que chez le Rassemblement national, les électeurs de Renaissance, qui peuvent récupérer. Ah, si. Ils peuvent récupérer, ils sont plus au PS. Oui, au PS. Chez LFI. Ah, il y en a. Chez LFI. Ah, bah, ils sont plus à la NUPES. Ils sont plus à la NUPES qu'au RN. Non, mais bien sûr, mais ils peuvent jouir de cette alliance. Le Front populaire peut profiter à Emmanuel Macron avec ceux qui ont voté Raphaël Glucksmann et qui n'ont pas envie de voter France Insoumise avec cette alliance et qui peuvent se reporter sur les candidats d'Emmanuel Macron. Ça, c'est très vrai. Oui. Emmanuel Macron, d'ailleurs. Oui, alors Gilles, on va écouter Gilles quand même. Je suis en total désaccord avec tout ce que j'entends. Donc ça vous choque pas là ce que vous avez vu? Non, ça s'appelle de la métaphore. Oui, mais vous pouvez... Non mais sans rigoler. Vous voulez qu'on le revoie? Vous voulez qu'on le revoie? Vous voulez qu'on le revoie? On va le revoir. On va le revoir. Non mais s'il n'y avait pas de... On va le revoir. Il y a des émeutes tous les soirs, ils nous disent c'est ça. Non, alors ça n'a rien, ça n'est pas deux choses différentes, Gilles Verdez. S'il n'y a pas d'émeutes, à cause de la France insoumise, il y a des émeutes tous les jours. Arrêtez de dire des bêtises. Si je peux m'exprimer. La rébellion par la parole, c'est provocation. Tout conflictualisé, il l'a dit Jean-Luc Mélenchon. La parole, écoute et tu vas voir si ça ne. Alors on va le revoir. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Ça va changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Et ça ne tombe pas sous la provocation directe à la rébellion. Je peux répondre? Oui, bien sûr. C'est de la métaphore, c'est-à-dire que c'est un discours politique pour mobiliser les jeunes. Après... C'est de la métaphore, vous faites sauter la mairie. Instrumentaliser les jeunes. Gilles, je vais te dire un truc. Non, mais je vais te dire un truc. Tu vois bien que la LFI sont tout le temps dans la rue en train de tout casser. Je parle pas. Bah vas-y, non mais dis ce que t'as à dire. Ah oui, mais je suis interrompu tout Bah oui, mais parce que tu dis que des conneries, c'est quand même insupportable. Ah, parce qu'il a raison, c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'instrumentaliser les jeunes de quartier en essayant de parler comme eux, comme un mec qui est là, qui connaît. Oui, mais s'il n'y avait pas d'émeute, c'est ce que tu as dit, à l'Assemblée, il parle comme un homme politique. Bien sûr. Il fait des verbes, il fait des phrases, et là, vous pouvez tout faire sauter. Je crois dans un film. Il se calme un peu, tu vois. Il distribue les boîtes de grenades dans ce que dit le feu. Alors Gilles Verdez, après vous dites qu'il y a des émeutes tous les soirs. Bien sûr. Non, il y a des manifestations. Non, il y a beaucoup d'émeutes. Illégales. Quand ils ont enlevé le drapeau, etc., c'est inadmissible. Oui, le drapeau, c'est inadmissible. Pourquoi il n'y a pas... Il y a beaucoup de manifestations contre l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est démocratique. Et hélas, il y a des moments où ça dégénère. Mais sur le fond, la jeunesse française a le droit de manifester contre l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est ce que je pense. Alors, je veux dire... L'essentialise pas la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui votent aussi pour le RN. Et toi qui as la loi tout le temps à la bouche, ça ne te gêne pas que tous les soirs, il y ait des manifestations illégales avec des slogans? Non, ils s'en foutent. C'est une mobilisation de la jeunesse. Parce que c'est tes amis de la gauche. Et après vous mettez... Non, ils s'en foutent parce que c'est tes amis de la gauche. Non, mais non, c'est pas... Si t'as des gens qui sortent dans la rue pour dire... Parce que, mine de rien, franchement, et la LFI au pouvoir, c'est quand même... Avec tout ce qu'ils font, ça fait quand même flipper. T'imagines l'Assemblée nationale? Parce que, par contre, je vous le signe, le rassemblement, si Jordan Bardella arrive
à Matignon dans un mois, il y a des émeutes dans la seconde, instrumentalisées par la France Insoumise. Il y aura des émeutes aussi si à la LFI, encore pire. Enfin, il y aura beaucoup de départs. Il y a beaucoup de gens qui vont partir. Ce que je veux dire, c'est que le LFI fera en sorte qu'il y ait des émeutes si Bardella arrive à Matignon. Ils veulent faire croire ça aussi pour faire peur aux gens. Si, je te le dis. Mais il y a 20 ans, les gens veulent faire croire ça aussi. Non, la capacité. Non, pas du tout. Moi, je te dis que non. Je pense qu'ils en ont la capacité. Je te dis la vérité. Ça va être très vite réglé. Arrêtez de croire, arrêtez de mettre la LFI plus haut qu'ils ne le sont. Sachez-le. Ce sont je vous le dis. Arrêtez de croire au Père Noël, ils sont sur un camion. C'est pas moi qui le dis, c'est les policiers qui le craignent aussi. Je sais, bien sûr qu'ils le craignent. Mais bon, c'est normal. Mais je vais te dire, le jour de l'an, tu as aussi des émeutes. Voilà. Tous les ans. Donc il faut arrêter. À un moment, les mecs, tu peux pas dire je vais pas voter pour tel ou tel parti parce que j'ai peur. Parce qu'il y a LFI. Bah oui, mais c'est ce que vous êtes en train de non, dire. je dis que ça risque de se produire. Je dis pas qu'il faut en tenir compte dans son vote. Mais il y aura aussi des émeutes si la LFI est au pouvoir. Hein, il y a plein de gens qui partent de la France. Il y a beaucoup de départs. Il y a 20 ans, les gens. Par exemple, moi je te le dis. LFI au pouvoir, je pars. C'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis. Moi, c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, non. Et c'est marrant, c'est ce que disaient les gens il y a 20 ans sur le Front National. On va pas partir. Bien sûr, mais vous êtes fous, quoi. C'est la haine de. Mais vous êtes fous, quoi. C'est la haine de. Bien sûr. Ils ont la haine de tout ce que je représente, mais vous êtes des fous. Il n'y aura plus de policiers. Vous êtes fous, quoi. Il n'y a plus de policiers. Je vais vous dire, vous êtes fous, quoi. Les gens vont partir et ça va être un truc de fou. Benaïm, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il n'y aura plus la BAC, parce qu'ils veulent dissoudre les BAC. Ce que commençait à dire Guillaume était intéressant. Il disait, c'est ce qu'il y a 20 ans, on disait sur le Front National. Voilà. Souvenez-vous, il y a 20 ans, on disait, le FN au pouvoir, on se barre tous, c'est la haine de nous, etc. C'est marrant comme le paradigme s'est complètement inversé. Oui, ils le disent aussi pour la diabolisation, c'est la France Insoumise. Le cordon sanitaire, il devrait être autour de la France Insoumise. Et il n'est pas, parce qu'on voit bien que l'alliance peut se faire en 24 heures. C'est fou les scrupules de la droite à s'allier. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti est quand même un homme seul dans son parti, tous les cadres le lâchent. Alors que la gauche, ils peuvent échanger les pires invectives, s'insulter de tous les noms. Raphaël Glucksmann était insulté encore dimanche soir, place de la République, et en 24 heures, ils se sont alliés. Non mais c'est fou, je vous dis, c'est fou. Et moi je dis ça aussi pour la France Insoumise, parce que moi je suis pas leur ami. Hein. Ah oui, non mais là... Je dis bien que là, oui. Oui. Déjà, c'est Newsfare. Et puis leur amour de la liberté d'expression étant limité. C'est surtout pour ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'ici, on ne va plus pouvoir rien faire. Dès qu'on ne sera pas d'accord avec. Ah bah c'est sûr. Vous avez vu comme ici les journalistes sur les réseaux. Vous avez vu la commission, donc forcément. Vous imaginez la commission, vous imaginez ce qui va se passer. Oui, c'est ce que je voulais dire, ce qu'a dit Valérie. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les gens avaient peur du Front National et disaient que si le Front National passait au pouvoir, ils quitteraient la France. Aujourd'hui, c'est LFI. Le nouveau Jean-Marie Le Pen s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Justement, est-ce que le Rassemblement National aussi, les mecs, comme vous avez dit, c'est l'effet de la cravate, est-ce qu'ils sont pas plus malins que la LFI et qui disent voilà, nous, leur stratégie est meilleure. Non, quoi leur stratégie est 100 fois meilleure. Oui, mais peut-être que est-ce qu'ils sont moins dangereux que la LFI? Ça. Dans leur discours. Je suis désolé, citez-moi une phrase du Rassemblement National depuis 2 ans équivalente à une phrase de la France Insoumise. De qui on parle tous les soirs? De qui on parle tous les soirs. Franchement, si un député RN avait fait ça, vous le passeriez de la même manière et on en parlerait de la même manière. C'est pas les députés RN qui font ça. Bien sûr, exactement. 57%. On va voir, on va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Doit-il être sanctionné? Oui, bien sûr, à 88%. Merci à vous. Merci, vraiment, parce que c'est insupportable. Merci à vous d'être aussi nombreux à dire qu'il faut qu'il soit sanctionné. C'est inadmissible de voir ça. Quand je vous dis que ces gens n'aiment pas la France, nous, et que je le redis ici, nous, on est pour une France black, blanc, beurre, mais une France qui va dans le même sens. Voilà. Et pour moi, la LFI, ils vont vers le chaos, ils veulent le chaos, et sachez-le, ils instrumentalisent les musulmans, et ça me rend fou. Ils parlent plus de la Palestine, hein? Exactement, mais ils les ont instrumentalisés pendant des semaines, et là, ils les ont laissés tomber. Rima Hassan, il fallait la cacher pour avoir l'union et l'accord, parce qu'elle a quand même bien participé C'est ce que je vous dis, et je le redis tous les soirs, je dis qu'on défende la Palestine, qu'on défende un État palestinien, il n'y a aucun souci. Mais qu'on fasse ce qu'ils ont fait encore, instrumentaliser les musulmans, c'est inadmissible. Et c'est se foutre du monde. Et c'est ce qu'ils font. De toute façon, la LFI, je vous dis, ils n'ont aucune valeur. Voilà. Ils n'ont aucune valeur. C'est des mercenaires. Peut-être que les autres n'en ont pas non plus, mais au moins, ils font semblant. Eux, ils font même pas semblant. C'est ça qui est mieux, en tout cas. Ah, oui. J'ai une question, parce que je trouve que vous vulgarisez très bien ce qui se passe en ce moment. Et on a l'impression que soit dans 3 semaines, on va être gouverné par le RN, soit peut-être par LFI. Est-ce qu'il y a un cas où on garde un Premier ministre, Gabriel Attal ou autre, de renaissance? Est-ce que ça peut se passer, ça? Parce qu'on a l'impression que c'est soit le RN, soit LFI. Alors, il y a Gérald Darmanin qui va venir dans un instant. La conclusion des derniers jours, c'est que tout est possible. Voilà. Vous m'auriez parlé de dissolution la semaine dernière, j'y aurais pas cru. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui que jamais il démissionnera. Il avait dit pareil il y a à peine 10 jours sur la dissolution.
Tout est possible. Je pense très honnêtement que Emmanuel Macron va perdre sa majorité relative, va revenir avec 100 députés de moins et que Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre dans un mois et que ça sera donc le deuxième Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la 5e République. Il y a un policier haut gradé qui m'écrit en même temps, qui me dit « Hello Cyril, oui tu as raison, arrêtons de les mettre au-dessus de ce qu'ils sont. » France Insoumise, comme la délinquance d'ailleurs, on meurt du manque de courage politique. Delogu a embrassé le drapeau algérien et palestinien alors qu'il portait l'écharpe tricolore. Ça devrait être considéré comme une allégeance à une puissance étrangère. Voilà, après, il va loin, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter, en tout cas, ne croyez pas, les policiers, je vous le dis, ils vont pas se dire on va pas voter pour telle ou telle personne, parce qu'il va y avoir des émeutes si on vote pour un tel ou un tel. Ce qu'on veut, c'est que la France se redresse. Qui est capable de redresser la France? Alors là, je suis incapable de vous le dire, sachez-le, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est bien dans la merde et que c'est un beau bordel. Voilà, on va voir ce que nous dit notre ministre de l'Intérieur dans un instant, qui est un des seuls qui bosse au gouvernement. Voilà, oui, c'est pour moi le meilleur du gouvernement. Pas vous mentir, hein. C'est vrai que lui, il est un petit peu à part dans le gouvernement. Lui, il s'est fait tout seul. Il a été élu tout seul. Il s'est fait tout seul dans le Nord. Et il va nous parler de tout ça dans un instant. Et je pense qu'il est, comme nous, assez inquiet de la situation. Gérald Darmanin sera notre invité en exclusivité, bien entendu, dans TPMP, en direct. Vous restez avec nous. Avec grand plaisir. Il rêve de vous voir. C'est une blague. Merci à tous. Merci d'être avec nous. Il est 20h46, on est en direct bien entendu et c'est touche pas à mon. Merci d'être là, bien sûr, monsieur, merci d'être là. Vous êtes très heureux de recevoir le ministre de l'Intérieur ce soir, je sais. C'est toujours très bien de recevoir des ministres. Exactement, oui, là c'est le ministre de l'Intérieur. Ah oui. On est quand même... On est dans les personnages les plus importants de l'État. Exactement, on va l'accueillir tout de suite puisque nous sommes en direct. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est avec nous ce soir. Applaudissements pour lui, merci. Merci Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'être notre invité ce soir. Et en direct, sans filet, bien entendu. Et en plus, il dit bonjour à tous. Je suis votre voisin. Oui, ça me fait plaisir. Quelqu'un habite Tourcoing, peut-être C'est ça, voilà. Oui, peut-être, il y en a peut-être un qui habite Tourcoing, exactement, parce que vous retournez en campagne. Merci d'être là, Gérald Darmanin. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Et je vous dis un truc. Je vous jure que c'est vrai. C'est la première fois que ça arrive. Je vous promets que c'est vrai. Les maquilleuses et les coiffeuses sont venus me voir à la pub et ils m'ont dit... Non, c'est pas une vanne, on pourrait leur demander. Ils m'ont dit, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est vraiment le politique qu'on a préféré depuis le début qu'on est là. Il est vraiment tellement sympa et tellement charmant. Voilà. Donc sachez qu'en tout cas, vous avez l'adhésion de nos maquilleuses, de notre service maquillage, coiffure. Voilà. Je vous en remercie, ça me touche beaucoup. Franchement, voilà. Et c'est vrai que, je vous dis, moi, c'est vrai qu'on parle souvent de vous ici. Vous êtes né à Tourcoing. Né à Valenciennes. Ah, pardon, je vous mets à Tourcoing. Il paraît que vous êtes fan de variété française, c'est juste pour un petit peu. Oui. Mais bien, oui. C'est vrai. Alors, et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans votre parcours, et je le dis, c'est que vous êtes fait tout seul. Parce que vous êtes allé au charbon, vous connaissiez personne dans la politique. Voilà, personne ne l'a. Voilà, il s'est fait tout seul. Il a été élu par les gens de Tourcoing. Vous avez été et vous êtes battu tout seul. Votre père tenait un bar à Valenciennes. Il a aussi été libraire, poète et écrivain. Voilà. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, vous parlez beaucoup de lui. Vous parlez également beaucoup de votre maman, qui était serveuse dans un bistrot populaire de Valenciennes, puis femme de ménage et concierge pour la Banque de France à Paris. Donc c'est vrai que on se dit. C'est incroyable quand même de se retrouver ministre de l'Intérieur. Le parcours est fou. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je voulais parler de ça, moi j'aime bien aussi savoir, et que les téléspectateurs voient aussi l'homme qu'il y a derrière la fonction. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de vous? Est-ce que vous dites non, moi je veux encore aider la France et les Français ont encore besoin de moi? Mais moi je suis très honoré d'avoir été élu maire de Tourcoing, la ville que j'aime, député. J'étais député jeune, j'ai eu la chance d'être député jeune, ministre. Jeune aussi. Oui, mais ministre de l'Intérieur, où je dirige les policiers, des gendarmes, les pompiers, des gens extrêmement courageux, et c'est un grand honneur. Et si ça s'arrête demain, je remercierai la République et les gens qui m'ont soutenu de m'avoir permis de faire cela. Vous savez, vous dites, je me suis fait tout seul, je ne suis pas héritier, c'est vrai, mais c'est la République qui m'a fait. C'est l'école de la République, c'est l'éducation de mes parents, c'est là où je viens, d'un Nord travailleur, courageux. J'avais 2 grands-pères immigrés, 2 grands-mères flamandes, mais 2 grands-pères immigrés, dont un qui était tirailleur algérien, qui s'est battu pour
pour la France. Et la seule chose qu'il y avait dans le salon familial de politique, c'était la photo du général de Gaulle et de mon grand-père, antirailleur algérien. Et ça, voilà, c'est un exemple méritocratique. Et, voilà, et donc j'essaie d'être fier, surtout de mon grand-père et de ma famille, et de pouvoir honorer son engagement. On parle souvent ici, et j'en parle souvent avec mon ami Gilles Verdez, je dis nous ici dans cette émission, je pense, ce qui nous relie tous, à part même Gilles, on va le dire, c'est qu'on aime la France et qu'on a envie de se battre pour notre pays aille mieux. Et quand on voit parfois l'état de la France, ça nous fait de la peine. Est-ce que vous, Gérald Darmanin, vous êtes ministre de l'Intérieur, est-ce que vous vous dites, vous avez encore de l'espoir pour la France? Il y a plein de gens qui disent, parce qu'on est quand même un pays incroyable, et c'est vrai que et je vais vous dire, à chaque fois que les gens partent de la France, ils reviennent. Ils disent à chaque fois, ils pensent que c'est mieux ailleurs, et ils reviennent en France. Est-ce que aujourd'hui, vous vous dites, la France, il y a encore des choses à faire, ou est-ce que, comme beaucoup de Français disent, ça y est, c'est terminé, c'est foutu? D'abord, moi, je partage la tristesse que vous évoquez. Sinon, je ne ferais pas de politique. C'est-à-dire que la politique, on peut aimer ou pas aimer les hommes politiques. Souvent, on est vilipendé, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est vieux, comme la France, de caricaturer les hommes politiques, et c'est la rançon de la gloire. Mais c'est quand même dur, au sens où il y a des critiques, il faut se représenter aux élections. Moi, ça fait finalement tous les 2 ans, je ne sais pas dans quelle fonction, tous les 2 ans, on retourne vers les électeurs, on retourne vers ses mandants. C'est une incertitude assez forte pour la famille, pour soi-même. Je ne me plains pas, c'est juste un fait. C'est pas vrai que pour ceux qui sont élus. Après, il y a ceux qui font la politique sans être élus. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là. On se met toujours en danger. Mais si on le fait, si on voit moins sa famille, si on ne va pas travailler dans le privé, si on n'a pas ses week-ends parce qu'on est au contact des gens, on le fait parce qu'on a envie de le faire, bien sûr, mais parce qu'on a envie d'améliorer la France. Parce que si j'étais content de tout, je ne ferais pas ça, je ferais autre chose. Je m'occuperais de mes enfants plus, de mes amis, je partirais en week-end un peu plus souvent. Non, je suis triste de voir mon pays comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer encore notre pays, pour qu'il retrouve sa grandeur. Voilà, on ne fait pas tout bien, les hommes politiques, les femmes politiques, mais au moins on se bouge. Et vous savez, je me suis présenté aux élections municipales parce que j'appréciais pas ce que était devenu ma ville. Puis un jour, il y a un type dans un bistrot, véridique, qui m'a dit, mais vas-y. Enfin, si tu n'étais pas content, vas-y. Et je l'ai pris au mot. Voilà. Donc, j'ai adhéré à un parti politique, j'ai été militant. On a perdu d'ailleurs, et puis je me suis aperçu que ce n'était pas facile. Puis un jour, on a gagné, et j'ai d'abord fait quelque chose parce que je n'étais pas content. Donc l'engagement politique, c'est toujours par des personnes qui sont frustrées. Ils veulent améliorer les choses. Voilà. Moi, j'ai envie d'améliorer les choses pour mon pays. Gérald Darmanin, on va parler maintenant de la situation, bien entendu, en France et de ce qui s'est passé depuis dimanche. C'est vrai que c'est incroyable. On a l'impression d'être dans une série Netflix. C'est incroyable. Je vais dire MyCanal plutôt d'ailleurs. Merci, c'est important pour le groupe. La dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez dit que c'était un acte courageux de la part du président. Oui, c'est un acte gaulliste, un acte gaullien. Je pense que c'est extrêmement nécessaire. Et ce n'est pas un acte pour la majorité ou pour le président. Chacun voit que c'est très difficile. Mais je pense que c'était plus possible. Plus possible parce qu'il faut le savoir, on a une majorité relative à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire passer de textes importants. Et comme il faut faire des choses importantes pour la France, on pouvait rester avec notre petit mandat et nos petites indemnités, notre petit confort, mais on n'aurait pas été digne, je pense, de ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir une majorité pour faire quelque chose. Deuxièmement, l'Assemblée nationale, c'était devenu un lieu de honte. Voilà, moi je fais 15 ans que je suis élu, malgré mon jeune âge. Je n'ai jamais vu une Assemblée nationale comme ça, où les gens s'écoutent plus, s'insultent, s'invectivent. On peut être en désaccord. Et moi, je pense que c'est très sain dans une famille, dans des voisins, dans un pays, d'avoir une différence de degré. Mais là, c'était une différence de nature. Avec la France insoumise, j'ai une différence de nature par rapport à leur comportement. Avec certains, notamment de l'extrême droite, j'ai une différence de nature. Ce n'est plus une différence de degré. On n'arrivait même plus à discuter sans constater des désaccords, comme on fait dans une démocratie. Et puis, troisièmement, on a pris une défaite très importante dimanche dernier. Moi je ne fais pas partie de ceux qui veulent travailler avec la moitié du peuple, celui qui l'intéresse, finalement. Et on se revirait à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, entre deux personnes bien nées, pour dire vraiment tous ces provinciaux, ils ne comprennent rien. Non, on a pris une grosse défaite. On a été très largement battus. Il faut se mettre en cause. C'est pas disproportionné? Non, c'est pas disproportionné. Parce que c'était que les élections européennes, on dit. Non, mais on peut pas. C'est pas disproportionné parce que la France en Europe, c'est un très grand pays et ce pays est très fragilisé par le score que nous avons. Donc déjà, pour nous imposer en Europe, c'est très dur. Deuxièmement, vous auriez fait les mêmes plateaux, pas peut-être forcément vous, mais tout le monde aurait dit il n'écoute rien, le président, alors vraiment il reste sur son inventaire, il ne se met pas en danger, il est propriétaire. Là, il montre qu'il n'est pas propriétaire du pouvoir, qu'il le redonne au peuple.
Troisièmement, ça veut aussi dire, et je pense que c'est quelque chose de très important, qu'on a besoin d'une majorité, d'un gouvernement pour accueillir les Jeux Olympiques, pour lutter contre la Russie qui envahit l'Ukraine, pour régler le problème au Proche-Orient, pour tenir un budget qu'on sait tous très difficile, et pour que notre majorité, celle qui est majorité aujourd'hui, puisse avoir un candidat solide à l'élection présidentielle. Rien de tout ça n'était possible. La majorité n'aurait pas été forte, le gouvernement n'aurait pas été fort pour les Jeux Olympiques, il n'aurait pas été fort face à la Russie, il n'aurait été pas fort face à l'Europe, pas fort dans le conflit du Proche-Orient, pas fort pour imposer un budget important avec des réformes courageuses, et on serait sans doute parti de mal en pis pour l'élection présidentielle. Donc il faut au moment savoir s'arrêter et dire, voilà, on fait l'opération de vérité, les électeurs choisissent. Alors, à contrario, Monsieur le ministre, il y a des personnes qui vont vous dire aussi, est-ce que c'était le bon timing? Parce qu'il y a quand même Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a tout géré pour les Jeux Olympiques. Et moi, je suis un petit peu inquiet, parce que je me dis, mine de rien, j'avais confiance en vous. Je ne sais pas si j'aurai confiance dans le prochain ministre de l'Intérieur, s'il y en a un. Et je me dis, bah voilà, il y a quand même la guerre en Ukraine. Et on se dit, mine de rien, c'est vrai aussi, il y a des choses qui ont été faites par ce gouvernement. Là, on arrête tout. Il y a plein de choses. Il y a des difficultés en France incroyables. Et on se dit, est-ce que c'était le bon timing? Parce que il y a de grosses échéances qui arrivent. Et on se dit, là, on va repartir de zéro. Donc les Français vont repartir à zéro. D'abord, on ne repartira pas de zéro. Le ministère de l'Intérieur, ça fait 4 ans qu'il travaille sous mon autorité à accueillir le plus grand événement du monde. Mais on a bien accueilli la Coupe du monde de rugby sans problème. On vient de faire le débarquement de Normandie, qui est un enjeu planétaire également, sans problème. Et les policiers, les gendarmes, les préfets, alors ma préparation que j'ai pu faire, qui est au cordeau, qui est parfaite, qui est même félicitée par les services américains, par le CIO, elle sera là pour être au service du prochain gouvernement. Et vous savez, si le prochain ministre de l'Intérieur, j'espère que ce sera moi, et si le prochain ministre de l'Intérieur fait confiance aux policiers, aux gendarmes, ne les envoie pas au front inutilement pour des raisons démagogiques. Ça, c'est plutôt le Rassemblement national qui a tendance à dire, vous allez voir, on rase gratis, et à la fin, c'est des pères et mères de famille qui sont tués en opération ou qui sont en garde à vue parce qu'on leur a donné des ordres qui sont extrêmement limites. Ou les trahis, comme le fait la France insoumise. Si on a un ministre de l'Intérieur qui fait confiance à ces hommes, ça se passera très bien. Mais vous savez, c'est jamais le bon moment. Est-ce que si on avait attendu les Jeux Olympiques et que le président de la République avait, imaginons, procédé à la dissolution fin août, vous auriez dit, bah voilà, alors voilà, bah très bien, bah, il a passé l'été, il est parti en vacances, il a utilisé le sport, et maintenant il utilise un moment d'unité nationale pour faire de la politique. Donc vous savez, quand on veut piquer son chien, hein, voilà, on dit qu'il a la rage. Alors, le président de la République, il a fait un choix, qui est un choix, me semble-t-il, non seulement courageux, mais humble. Nous retournons dans les électeurs. Moi, je peux être battu. Le président de la République, je pense qu'il a compris la claque que nous avons prise. Il y a des choses qu'il faut changer. Pas tellement... Alors, il y a le fond, bien sûr, on peut toujours discuter des méthodes et des mesures. Je vois bien que les mesures, d'ailleurs, maintenant, les gens changent. Hein. On ne devait plus faire de réforme des retraites. Maintenant, voilà, que le Rassemblement national change déjà d'avis. Si je sors ça, la politique, peut-être la méthode qui ne va pas. Pas assez d'écoute, peut-être pas assez implanté. On est d'accord là-dessus. Moi, j'ai parlé, et je le dis, hein, monsieur le ministre, je le dis parce que j'écoute beaucoup les Français. On parle énormément d'arrogance. Je vous dis franchement, et je pense... Moi, j'ai reçu les Gilets jaunes ici, j'ai reçu les agriculteurs, j'ai reçu beaucoup de gens. Ils ne me disent pas... Ils sont plus sensibles au fait qu'on les écoute et qu'on a envie de les aider, plutôt même qu'on se dise qu'il va y avoir telle ou telle réforme. On a l'impression les Français ont eu l'impression d'une certaine arrogance et on a l'impression qu'on n'avait pas envie de discuter avec eux. C'est ce que j'ai ressenti avec les Gilets jaunes, avec les agriculteurs, avec les enseignants que j'ai reçus ici, avec le personnel hospitalier. Est-ce que vous le ressentez, ça? Oui, je pense que de manière générale, les politiques sont perçus comme arrogants, lointains, parisiens, pas connectés, et particulièrement ceux qui sont au pouvoir. Moi, je trouve que c'est un très mauvais procès qui est fait au président de la République. Tous ceux qui l'ont rencontré et côtoyé savent qu'il n'est pas justement cette image. Alors justement, c'est vrai que c'est fou parce que je l'ai déjà rencontré et côtoyé, et c'est tout le contraire de ce qui ressort chez les Français. C'est ça qui est fou. Regardez, moi j'étais collaborateur et soutenu le président Sarkozy. Ouais. Voilà, il a pu avoir des traits d'image extrêmement négatifs. Et on sait tous qu'il est sympathique. Et quand il a pu être au pouvoir, on l'a retrouvé sympathique. J'ai trouvé que François Hollande, je vois les sondages, maintenant il est très très haut. Moi j'étais député d'opposition, je peux dire que on se moquait beaucoup de François Hollande quand il était président de la République. Continue. Hein. Bon. Je pense que ça va aussi avec le pouvoir. Parce que quand vous êtes au pouvoir, c'est comment, vous savez, votre maquilleuse qui est très sympathique,
Elle m'a dit, c'est sympa quand vous souriez. Oui, ça. J'ai dit, oui, mais je suis ministre de l'Intérieur. Je parle des attentats, je parle des problèmes migratoires, je parle de sécurité. Je peux à la télévision pour dire, j'ai un truc super à vous raconter avec un grand sourire, il y a eu un attentat hier soir. Vous diriez, c'est un drôle de garçon quand même. Bon. Donc la fonction, parfois, heureusement, je ne suis pas toujours en costume cravate chez moi, je souris, j'aime la vie, j'aime que les gens soient heureux. Mais le ministre de l'Intérieur, son boulot, c'est de tenir la police et la gendarmerie. C'est pas le boulot le plus drôle. C'est le plus important, sans doute, mais pas le plus drôle. Mais c'est pas ce qui ressort chez vous, Gérald Darmanin. Moi, j'ai peu de gens qui me disent Gérald Darmanin, il est hautain, il est arrogant. On le sait. Là, les Français... mais la dissolution, c'est un acte d'humilité, quand même. Je sais, mais c'est ce qui ressort partout. Ils se disent, c'est juste pour mettre aussi une claque au président. Pourquoi le président, alors que tout le monde, je vous jure, que tous les gens qui connaissent le président, disent, il est à l'écoute, il est sympa, il est proche des gens. Alors, pourquoi il n'arrive plus à parler aux Français? Comment vous expliquez ça? Mais je pense que ce qu'il fait là, c'est un acte pour dire « j'ai compris », si on veut filer la métaphore gaulienne. Il a compris, je pense qu'il a compris. Pourquoi se mettre autant en danger? Il aurait pu attendre encore quelques mois, attendre une motion de censure, jouer les combinaisons politiques, faire un accord avec je ne sais qui. Moi, de ce que j'en sais du président de la République, j'ai l'honneur et le bonheur de travailler avec lui. Je lui suis extrêmement reconnaissant. Le président de la République, il a aussi mis ministre du Budget puis ministre de l'Intérieur un jeune homme de 40 ans, issu d'une famille très populaire, petit-fils immigré, il ne me connaissait pas. Il est aussi capable de ça et je ne suis pas sûr que d'autres personnes l'auraient fait, si vous voyez ce que je veux dire. Il est capable de transgressions très importantes, mais je pense qu'il a compris que le peuple français lui a dit stop, lui a dit ça suffit, ou lui a dit on est en colère, ou lui a dit on a des angoisses. Et ce que nous faisons, c'est un acte d'humilité. Est-ce que vous voulez vraiment que le Rassemblement national et sa cohorte de grandes difficultés économiques qui va naître pour le peuple, le Rassemblement soit national élu ou le Front populaire, puisque j'ai un dernier sondage qui vient de sortir. Oui. Sachez que là, c'est assez serré, puisque le dernier sondage qui vient de sortir, un sondage à l'instant, Rassemblement national 31%, Front populaire 28%, Renaissance 18%. Oui, mais vous savez, les sondages... Oui, alors les sondages ont été assez conformes sur les élections européennes. Et non, mais ils sont tous très intéressants. Après, il reste du temps, et bien sûr. Vous êtes un commentateur, c'est normal. Quand on est acteur, on ne regarde pas tous les jours la photo, sinon on ne va pas y arriver. Mais ce qui est très important, c'est de convaincre. Bon, moi, je me suis présenté aux élections chez moi, j'ai toujours été donné perdant. Chez moi, aujourd'hui, le Rassemblement national fait 40%. Vous êtes à 10. Hein, la candidate que je soutenais dans ma ville fait 10%. Oui. Mais j'ai toujours gagné malgré le vote national. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où les gens disent « mais vous, c'est pas pareil ». Moi, on me dit ça depuis 3 jours. « Oh, monsieur le maire ». Tu m'appelles encore monsieur le maire. C'est pas pareil. Ah, pour vous, on vous connaît, vous, c'est pas pareil. C'est ce que je dis ici, même de vous, moi. Je dis « vous, c'est pas pareil ». C'est très sympathique, mais... Donc, non, mais... Ah oui, c'est vrai, je dis pareil. Bon, c'est très simple, je vous en remercie beaucoup, mais parce que pourquoi la politique, c'est aussi de l'émotion, c'est aussi de la sincérité et de l'écoute. Il y a plein de gens qui ne pensent pas comme moi chez moi. À Tourcoing, première, Madame Le Pen, deuxième, Monsieur Mélenchon, et pourtant je suis élu au premier tour à 60%. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on a confiance en vous, et on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais au moins vous vous battez. Le président de la République, il fait aujourd'hui un acte qui consiste à dire, est-ce que vous me faites encore confiance? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous voulez vraiment donner les clés au Rassemblement national ou aux amis de la France insoumise de M. Mélenchon? Parce que moi, je refuse de les appeler Front populaire. J'ai trop de respect pour la gauche socialiste de M. On va arrêter d'ailleurs aussi, c'est vrai. Mais ça, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Vous voulez que ce soit M. Mélenchon ou M. Bardella qui dirige le pays? Ou est-ce que vous avez simplement voulu me dire attention, ça ne va pas, attention, on est en colère, attention, il faut changer, et dans ces cas-là, je vais changer. Je vais changer l'Assemblée nationale, puisque c'est en démocratie, c'est le peuple qui vote et qui a toujours raison. C'est un grand acte d'humilité, il n'était pas obligé de le faire. Et deuxièmement, je pense qu'il contribue, et je pense qu'il le dira encore, qu'il va changer des choses. Moi, je prône plus de fermeté. Je pense que je montre que je suis ferme, mais il faut davantage de fermeté. Je pense plus d'écoute sociale aussi. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas communiste, mais je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui bossent. Voilà, et on ne peut pas rester sourd à ça. Et je pense qu'il faut davantage redistribuer sans augmenter les impôts. Ça veut dire qu'il faut sans doute contraindre davantage l'entreprise à mieux renverser le bénéfice, mais aussi baisser les dépenses. Il faut aider les entreprises. Mais aussi baisser les... Bon, ils ont été quand même très aidés. Très aidés. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Vous savez, quand j'ai commencé la vie politique à Tourcoing, mes permanences, c'était des gens qui cherchaient du boulot. Aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs qui me demandent des employés. Bon, donc c'est quand même un fait. Moi, il y a des restaurants à Tourcoing qui ferment le soir. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas de clients, parce qu'ils n'ont pas de serveur. Bon, il faut qu'on dise la vérité aux Français, sinon on va leur mentir. Juste, Gérald Darmanin, vous ne pensez pas que c'est un peu trop tard et que le président, je vous pose toutes les questions en faisant ça, il laisse le choix aux Français entre le Rassemblement national et la France insoumise? Non, parce que les seuls qui pouvons battre raisonnablement le Rassemblement national, c'est nous. Oui, mais est-ce que vous y croyez encore? Bien sûr que j'y crois. Parce que là, alors... Évidemment.
Parce qu'au vu des derniers mais c'est quoi ça, cartographie, c'est vrai que c'est compliqué. On sent que c'est compliqué pour Renaissance. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut imaginer les choses. C'est un rendez-vous amoureux, une élection. C'est très touchant, vous savez, une élection, parce que les gens, un dimanche, que vous connaissez pas, ils sortent d'un peu partout de chez eux et ils vont prendre votre bulletin de vote avec votre nom et secrètement, ils vont dire, et il n'y a aucune pression de personne, ni de leur femme, ni de leur mari, ni de leur rabbin, ni de personne, voilà, de leur curé, et ils vont mettre un bulletin de vote. Et le politique, il attend, un peu stressé, comme un rendez-vous amoureux, est-ce qu'il va me dire oui, est-ce qu'il va me dire non? Est-ce qu'il va me dire oui, est-ce qu'il va me dire non? Et vous le savez, de manière tout à fait impersonnelle, puisque les gens ils peuvent très bien vous dire, j'avais pas voté pour vous hier. Hein. Ouais, et puis bon, voilà. Les électeurs mentent parfois autant que les politiques, ça peut arriver. Bon. Je connais des gens qui disent, j'ai voté pour vous hier. J'ai demandé, vous habitez où? J'habitais Roubaix. Ah bah c'est bien, mais c'est pas ça. Mais il était convaincu qu'il votait pour moi, le gars. Hein. Bon. Il y a aussi des mecs qui me disent qu'ils me connaissent, je dis sur quelle chaîne, ils me disent TF1. Donc vous voyez, pareil, donc c'est un rendez-vous amoureux. Et un rendez-vous amoureux, c'est pas le plus beau, le plus fort, le plus riche qui gagne. C'est celui qui, je crois, a réussi à convaincre qu'il était celui qui avait le plus envie de protéger la personne, de l'aimer et de l'accompagner. Donc, bien sûr qu'il y a, au départ, moins de chance pour nous. Mais vous parliez de ma modeste vie. Moi, j'avais moins de chance que les autres de réussir au départ. Mais je pense que l'énergie, parfois un peu de chance, ça se provoque, fait que vous renversez des situations. Là, il faut renverser une situation. Dire surtout aux Français que... moi, j'aime pas l'argument moral contre le Rassemblement national. Les électeurs du Rassemblement national, c'est des gens comme tout le monde, ils ont du mal à vivre en paix, économique, sociale. Moi, je les respecte profondément. J'ai plus de mal avec les dirigeants du Rassemblement national, mais c'est un autre sujet. Ce qui compte, c'est pas de dire du mal des dirigeants du Rassemblement national. Ce qui compte, c'est de connaître les conséquences de leurs décisions. Moi, j'ai du mal à comprendre objectivement le Rassemblement national. Ils ont changé d'avis plus vite que le coq avec Saint-Pierre. Hein, la Nouvelle-Calédonie, ça restera toujours français. Il y a eu un petit problème. Là, du coup, maintenant, il faut absolument retirer le texte. Les retraites, c'était 60 ans, maintenant c'est 62, maintenant ils approchent du pouvoir, ils voient qu'ils ont raconté des garnousettes, comme on dit dans le Nord, finalement c'est pas maintenant. On attend le prochain reniement, vous voyez. Mais juste, Gérald Darmanin, parce que c'est ce que je disais hier, on a eu Rachida Dati aussi, les Français vont vous répondre à ça, ils vont vous dire, oui mais vous, avec Emmanuel Macron, vous êtes au pouvoir depuis 7 ans, ils se disent, pour nous, on n'a pas vu les choses avancer pour nous et on n'a pas vu d'amélioration dans notre vie quotidienne. Donc qu'est-ce que vous leur répondrez à ça? Ils se disent, pour ça qu'ils se disent, même si LFI ou Rassemblement National n'est pas complètement d'accord avec eux, on va essayer de tenter ça pour voir si notre lendemain sera meilleur. Je leur dis qu'on peut faire beaucoup de choses de façon nouvelle et meilleure, vous avez parfaitement raison. Puis il y a des choses quand même qui ont été bien faites et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la reconnaissance parce que parfois c'est loin. J'ai été le ministre en charge du budget qui a supprimé la taxe d'habitation. Oui. Bon, à Tourcoing, c'est entre 800 et 1200 euros par an. Ouais. C'est quasiment un salaire. Bon, j'ai été ministre qui a fait en place l'impôt à la source. Alors, tout le monde s'en moquait, tout le monde disait ça ne marchera jamais. Finalement, c'est un truc qui marche super bien. Pendant le Covid, heureusement qu'il y a eu l'impôt à la source, les gens ont pu adapter immédiatement leurs revenus par rapport à leurs impôts. Sinon, on aurait eu des problèmes de surendettement énormes. On l'a oublié tout ça. Ouais. C'est pour ça que vous m'avez invité, c'est pour que je vous le rappelle. Voilà, merci. Bon. Je pense qu'il y a des choses. Le dédoublement des enfants dans les classes. Vous savez, à Tourcoing et à Halluin, c'est 2 villes très populaires de ma circonscription. Moi, j'ai vu des gamins quand j'étais maire, 40 par classe, avec des difficultés sociales très importantes. Je rappelle quand même que c'est nous qui avons fait le dédoublement. Il y a 12 gamins par classe dans ces quartiers maintenant. 12 gamins par classe, hier, il y en avait 40. Et n'importe quel prof, n'importe quel éducateur vous dit, mais ça, c'est un enrichissement formidable. Mais c'est sûr que le gamin qui est en CP en 2020, vous y verrez l'efficacité dans 10 ans, quand il aura accédé au collège ou au lycée. La plus belle politique sociale, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. 12 gamins par classe quand il y en avait 40 dans les quartiers populaires. Non mais... Moi, j'étais à l'école où ma mère a dû me mettre dans une école privée, parce que mon père, qui avait quelques soucis de mon éducation, voyait les fautes d'orthographe que ma prof ne voyait pas. Et il m'a dit, bon, c'est comme ça, on arrête. On était dans un quartier très populaire. Il m'a dit, on va le mettre à l'école privée, on va se saigner pour ça. Il y a plein de personnes qui nous écoutent comme ça. Moi, je crois à l'école publique. Mes enfants sont à l'école publique. Mais c'est sûr que je peux leur donner un capital social que beaucoup de gens ne peuvent pas leur donner. Et dans les difficultés que nous avons, il faut chérir l'école publique. Et ce qu'a fait le président de la République, il a redonné à l'école publique de la grandeur. On met 12 enfants par classe, en CP pour apprendre à lire et écrire, et puis 40. Ça, peut-être que c'est pas très TikTok. C'est sûr qu'en 140 lignes sur Twitter, c'est pas facile. Mais c'est une grande politique sociale. Je voudrais qu'on vienne vraiment sur le sujet.
ici tous les soirs dans cette émission, on dit souvent cette phrase, on dit on marche sur la tête, parce qu'on voit des faits divers incroyables qui se passent en France et des jeunes qui sont délinquants de plus en plus jeunes. Et ça nous rend fous. Et moi, quand les gens me voient dans la rue, ils me disent pas j'ai voté pour vous, mais ils me disent souvent Cyril, vous avez raison, on marche sur la tête. Vous êtes ministre de l'Intérieur et je sais, Gérald Darmanin, je le dis souvent ici, vous travaillez énormément. Quand vous voyez tout ça, je sais que ça vous rend fou. Et les Français se disent on a un bon ministre de l'Intérieur, on a quelqu'un en qui on a confiance. On a des bons policiers et gendarmes. Oui, exactement. Oui. Et il se passe des choses incroyables tous les jours en France avec des OQTF, avec des gens qui ne doivent pas être sur le territoire, comme je l'ai dit souvent. Et aujourd'hui, si le Rassemblement national est aussi haut, c'est juste pour ces petits faits divers mis l'un à côté des autres tous les jours où les Français disent on n'en peut plus. Nous, on a envie que nos enfants puissent sortir en boîte de nuit tranquille à 23h. On a envie que nos parents puissent aller se promener tranquille, que nos grands-mères ne se fassent pas piquer leur sac et bousculer comme on a vu des choses incroyables ces derniers temps. Et pourtant, on se dit, Gérald Darmanin, et je le dis, c'est quelqu'un qui travaille, qui aime son pays, qui a envie de faire bien, et on se dit, il se passe des choses comme ça. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est l'argument numéro 1 du RN. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement cet argument-là. Il y a aussi beaucoup d'arguments sur le pouvoir d'achat, les coûts de l'énergie, les salaires. Donc c'est les deux. Oui. Et je pense que vous avez d'autant plus de problèmes de sécurité que vous êtes socialement pas capable de vous protéger. Vous garez votre voiture en dehors d'un parking quand vous n'avez pas le bonheur d'avoir un garage et votre bagnole, elle se fait défoncer parce que vous allez bosser le matin, ça vous rend dingue. Quand vous ne pouvez pas payer le permis à votre fille de 18 ans qui va à la fac en apprentissage, vous travaillez comme serveuse à l'autre bout de la métropole lilloise, et ben elle prend le métro et elle peut se faire embêter dans le métro et ça vous rend dingue. Donc je pense que le problème social encourage des problèmes d'insécurité et inversement. Donc c'est les deux. Mais moi je suis pour une politique de grande fermeté. D'ailleurs j'avais parlé d'ensauvagement. J'ai été le premier à décorer des policiers alors même qu'on leur recherchait des noises alors qu'ils avaient fait leur juste travail de légitime défense. Et je pense que je suis comme les Français, je pense qu'il faut davantage de fermeté. On a un triple problème. Le premier, c'est qu'on n'a pas assez de forces de l'ordre en France, c'est un fait. Et on a recruté 10 000 policiers et gendarmes de plus. Il faut faire encore beaucoup plus. Parce que pendant longtemps, on a supprimé des postes de policiers et de gendarmes. Il n'y a que 250 000 policiers et gendarmes pour un pays de 70 millions d'habitants. Donc d'abord, il faut recruter, mais recruter, ça, c'est pas comme ça. Il faut recruter, il faut des concours, il faut qu'ils passent 2 ans de formation, et on ne met pas des gamins de 20, 21 ans, 22 ans tout de suite dans des quartiers très difficiles, donc ça met malheureusement du temps. Et le temps médiatique et l'énervement de l'opinion, que je comprends très bien parce qu'ils ont raison, ne va pas toujours avec le temps de la politique. Il faut recruter davantage. Donc ça, on le fait, et on va continuer à le faire, j'espère qu'on va continuer à le faire. Pour ça, il faut un budget, pour ça, il ne faut pas d'effondrement de l'économie. Si on a l'effondrement de l'économie, on ne pourra plus recruter de policiers et de gendarmes. Deuxièmement, il faut une politique pénale ferme. Et vous attaquez souvent Éric Dupond-Moretti. C'est un type très bien, Éric Dupond-Moretti. Vous avez tort de le faire. Non, c'est un type très bien, Éric Dupond-Moretti. Et il est issu, lui aussi, il est issu d'une famille, une maman immigrée italienne qui faisait des ménages. Voilà. Je pense qu'il sera mieux dans son... Non, vous avez tort. Il sera mieux dans son ancien métier. Mais j'ai souvent ce débat avec Éric. Vous savez, moi, je savais, c'est comme si moi, demain, je faisais un autre métier, peut-être que je serais moins bon qu'animateur. Il était meilleur avocat que ministre. Bon, je vous trouve un peu dur, mais bref. Oui, je veux ici dire un mot de sympathie. On est moins dur que lui. De sympathie pour lui. Mais moi, ma conception des choses, c'est qu'il faut davantage de fermeté, y compris dans la réponse pénale. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, des policiers, les gendarmes, les gens? C'est très souvent, la police, elle interpelle les personnes. Oui, mais derrière, ça ne suit pas. Non, c'est pas que ça ne suit pas. Moi, je peux témoigner que les peines sont fermes. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours exécutées. C'est ça, la difficulté. Ouais. Vous savez, il y a une jolie phrase d'un grand juriste qui disait « L'important, ce n'est pas la dureté de la ferme, c'est sa certitude ». C'est comme l'éducation. L'important, ce n'est pas d'être très méchant avec ses enfants quand il y a un problème. C'est d'être sûr que quand on dit non, c'est non. Et tenir jusqu'au bout le non. Le non, c'est très important dans une société. C'est pour ça que moi, je viens de la droite. Je pense que moi, je suis pourtant très social, mais je considère que l'ordre, c'est quelque chose de très important. Pas l'ordre pour l'ordre, mais très important. Et l'éducation, c'est très important. Et la réponse ferme, c'est très important. Et donc, il y a des comparutions immédiates. Quand on attrape quelqu'un aujourd'hui qui est délinquant, souvent la police interpelle, très souvent la police interpelle, et est présenté devant la justice en comparution immédiate. Le problème, c'est que souvent, on attend des mois l'exécution de cette peine. Et là, les policiers et les gendarmes se disent, ou les Français, mais on ne comprend pas, il a agressé la vieille dame, il a tagué, on ne demande pas de 15 ans de prison, c'est ridicule de faire 15 ans de prison pour ça. Mais on aimerait bien une peine immédiate. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on aille vers, on interpelle vite, comparution immédiate, peine immédiate. Il faut qu'on arrête de penser que c'est soit une peine alternative,
soit la prison qu'on a du mal à construire, ou d'ailleurs c'est souvent l'école du vice, vous le savez bien, mais qu'on ait, comme dans d'autres pays européens, des endroits où les gens font 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais qu'ils les font. Pourquoi on ne construit pas plus de prisons? Parce que d'abord, les maires ne veulent pas. C'est-à-dire que, vous savez, moi, j'ai créé 1300 places de plus de centres de rétention administratif. C'est des endroits où vous mettez des étrangers en situation régulière, et j'ai décidé d'y mettre désormais que les gens qui posaient des problèmes d'ordre public. Les tueurs, les terroristes, les voleurs. Avant, on y mettait un peu tout le monde. Le pauvre Malien de 19 ans qui bossait dans un restaurant, qui n'avait jamais rien fait, on le mettait dans un centre de rétention administratif et on attendait l'expulsion. C'est pas bien d'être irrégulier, mais c'est plus grave d'être celui qui tue et qui est terroriste et qui est dehors. Donc maintenant, dans les centres de rétention, on n'y met que des personnes qui ont fait des choses très graves pour la société. Alors, si je protège un peu plus les Français. Il manquait beaucoup de places. Il y en avait 1700. J'en ai créé 1300 de plus. Mais vous savez quel était mon problème? Personne ne veut accueillir un centre de rétention chez soi. C'est ce qu'on disait. Donc j'ai écrit à tous les maires du Rassemblement national en disant vous prenez les centres de rétention administratifs accueillis à Hénin-Beaumont, on peut tous les faire, hein, voilà. À Fréjus, on m'a répondu non, pas chez moi. Alors moi je veux bien. On peut construire des centres de rétention administratifs et des prisons, on les demander sur le plateau, mais concrètement, il faut aller voir sa population pour dire écoutez, cher ami, j'ai une super nouvelle à vous annoncer, il y a une prison à côté de chez vous, vous allez voir, c'est assez sympa. Mettez-en une à côté de Bernard-Montiel, à la place du centre du V, ça va le calmer. Mais, non, mais il faut aussi voir ce que c'est cette schizophrénie française. Les mêmes qui vous demandent. Monsieur Ciotti, par exemple, moi je lui ai dit mais il faut un centre de rétention administratif, il faut une prison à Nice. J'attends toujours la réponse du terrain. Hein. Bon, pareil pour M. Rachid à Fréjus. Éric Ciotti, pour l'instant, il est enfermé dans son bureau. Non, mais je parlais des gens. Non. Mais je parlais des gens du Rassemblement national au sens large. Bon, donc ce que je veux vous dire, c'est que voilà pourquoi on n'arrive pas. Vous l'avez mis dans le Rassemblement national, Éric Ciotti, ça y est. Dès qu'il est libéré par ses amis, voilà. Alors, question sur les OQTF. Sur les OQTF, Emmanuel Macron avait promis d'atteindre les 100% dans une interview d'OQTF. On est aux alentours de 10%. Une vingtaine. Mais on n'est pas bon, mais une vingtaine de pourcents. Vous ne pensez pas justement que cela, les fausses promesses, puisque c'était une fausse promesse, eh bien, ça fait monter le Rassemblement national? Non, ce n'est pas une fausse promesse. Ça met du temps et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que c'est un échec et qu'il faut qu'on améliore. Vous avez parfaitement raison. Alors je me suis permis de venir parce que je vous ai entendu hier avec Mme Dati. Voilà. Ah ouais, quand même. Je suis venu avec un petit panneau. Ah ouais. C'est des statistiques, non pas du ministère de l'Intérieur, hein, c'est des statistiques que tout le monde peut voir sur Eurostat. Vous avez fait ça cet après-midi? Non, c'est sur Eurostat. Et donc on est premier? Alors vous voyez, ça c'est le nombre de mesures d'expulsion, l'exécution des fameuses EQTF, par rapport à toute l'Europe. Et à côté, parce que vous pouvez me dire, oui, il y en a plus chez nous, c'est le nombre de demandes d'asile. Donc vous voyez, en Allemagne, il y a 241 000 demandes d'asile. 70% sont refusés, donc il y a à peu près 70% de gens qui ont des EQTF, et ils n'expulsent, et c'est le deuxième meilleur pays, que 13 000. Ah ouais. Et puis l'Italie de Mme Meloni, vous voyez, elle a 2790. Ouais. Nous sommes les meilleurs d'Europe, mais il est vrai que nous n'arrivons pas, tous ensemble, tous les Européens, mais c'est pareil aux États-Unis. Vous avez vu, M. Biden, il veut faire un mur désormais, comme M. Trump, et il veut mettre fin à l'asile. Ce n'est pas un problème que français. Nous sommes les meilleurs d'Europe, donc nous faisons beaucoup, et le président de la République a beaucoup progressé sur ce point, mais nous n'arrivons pas à trouver, c'est vrai, la martingale pour que 100% des gens à qui on dit non puissent partir. Est-ce qu'on est assez dur avec les pays d'origine qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour expulser vers les pays? C'est la vraie question. Est-ce que Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, va assez loin et tord assez le bras aux pays d'origine? Oui, mais vous savez, comme sa prédécesseur l'avait fait, ou comme Jean-Yves Le Drian l'avait fait, mais nous on a dit non à nos amis d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, et d'ailleurs pour dire on ne donnera plus de visa si on ne reprenait pas les personnes qu'on vous renvoie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont été voir les Espagnols, ils ont été voir les Italiens, ils disent les Français ne veulent plus nous en donner, eux ils ont donné des visas, et du coup, les gens qui ont un visa en Espagne, ils peuvent venir en France. C'est pour ça que le sujet européen... C'est un argument contre Schengen. Oui, mais il fallait voter pour nous dans ces cas-là, parce que je vous rappelle que le pacte migratoire au niveau européen empêchait ça, c'était une politique de visa commune pour éviter ça. M. Bardella n'a pas voté ça. Monsieur Bardella, vous savez, c'est un homme formidable. Il vote l'inverse de ce qu'il dit sur les plateaux de télévision. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que quand il y a des problèmes, il y a un vote Rassemblement national. Ils n'ont aucun intérêt à résoudre les problèmes. Parce que s'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de Rassemblement national. Moi, je connais rarement quelqu'un qui dit le ministre de la Justice est super, le ministre de l'Intérieur est super, le ministre de l'Économie est super, je suis heureux dans ma famille, j'ai aucun problème de sécurité et je gagne beaucoup d'argent. Ils votent rarement Rassemblement national. Moi, dans ma ville, ils faisaient 30% le Rassemblement national. Aujourd'hui, quand je me présente, ils font 7%. Parce qu'avant, il y avait des problèmes, j'ai essayé de les résoudre. Les gens disent, voilà, au moins vous nous écoutez. Pour répondre à votre question, moi, je ne me satisfais pas d'être le meilleur d'Europe. Mon père me disait, c'est sympathique, t'es premier, mais t'as combien? 7 sur 20? C'est pas terrible. Bon, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes les premiers, et on a 7 sur 20. Donc il faut qu'on améliore les choses. Ce que je veux vous dire en disant ça, c'est que les problèmes que la France a,
toute l'Europe les a. Et l'Angleterre qui est partie de l'Europe, qui est partie de Schengen, monsieur. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés irréguliers qu'en Angleterre. Et il n'y a jamais eu autant de personnes qui veulent traverser la Manche. Et vous avez vu que le gouvernement conservateur, malheureusement, il a dû aller aux élections lui aussi pour des difficultés. Madame Meloni, les copains de M. Bardella et Mme Le Pen, la première chose qu'elle a faite après avoir promis un blocus naval, c'est demander l'aide de Mme von der Leyen pour que l'Europe puisse se mettre d'accord pour travailler ensemble contre l'immigration irrégulière. Donc c'est un projet difficile que de résoudre le problème migratoire. Il ne faut pas essentialiser les étrangers. C'est très important. Moi, je juge les étrangers pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Un étranger qui déconne, qui tue, qui tape sa femme, qui dit il doit être dehors immédiatement. Je partage cet avis absolument. Et vous avez vu que désormais, avec la loi immigration, en moins de 20 heures, les mecs qui déconnent maintenant, c'est dehors. Vous faites un lien ? Vous faites un lien ou pas, immigration Il y a une partie, bien sûr. Non, mais il y a une partie des personnes immigrées. Non, mais monsieur, je vais vous répondre. Non, mais moi, j'ai pas peur de. De quoi ? Pardon ? Je lui ai dit qu'il avait CNews demain matin. Là. Mais moi aussi, je vais chez Pascal Pro demain matin. Donc on va se retrouver, alors. Voilà, si vous voulez. Va dormir ensemble. Non, mais les personnes. Venez, pardon, mais avec tout l'aspect que je vous donne, vous n'êtes pas totalement mon style. C'est assez réciproque. Non, mais j'ai bien vu votre clin d'œil, c'est pas la peine. Alors donc, oui. Non, mais pour répondre sérieusement à cette question importante, bien sûr qu'il y a une partie des gens qui sont issus d'immigration qui commettent des bêtises sur le territoire national. C'est la faute à une mauvaise intégration, c'est la faute à des gens qui, sans doute, viennent pour des très mauvaises raisons sur le territoire national. Et il faut dire la vérité. Pour une personne française qui commet un acte, il doit être condamné. Pour une personne étrangère qui commet un acte, il doit être condamné et expulsé. C'est la différence entre les nationaux et les autres. Mais il est tout à fait faux aussi de dire que toute personne immigrée serait un délinquant en puissance. Heureusement qu'ils sont là pour ramasser les légumes dans le Vaucluse. Heureusement que pour construire les maisons à Tourcoing, il y a des étrangers réguliers. Heureusement que... et on sait tous que tout ça est très hypocrite. Voilà. Vous savez, pendant le débat sur la loi immigration, il y a un député du Rassemblement national, M. Delépinaud, il y a un amendement, je le tiens public si vous le souhaitez, alors qu'il me disait que j'étais trop laxiste, que je voulais régulariser des sans-papiers qui travaillaient. Bah ouais, les mecs qui bossent, moi je suis pour les régulariser. Et les mecs qui embêtent le monde, je suis pour les expulser. Un truc très simple. Bravo. Il m'a présenté un amendement pour dire que dans son département du Vaucluse, il fallait régulariser les étrangers parce que, vous comprenez, les fraises, c'est compliqué à... C'est vrai. Totalement hypocrite. Totalement hypocrite. Donc moi, j'aime pas l'hypocrisie. Donc oui, on n'est pas très bon. Même si on est les meilleurs d'Europe, on n'est pas très bon. Oui, il faut améliorer les choses. On a aussi compris que dans le vote de dimanche, il y avait ça, qu'il y avait le fait qu'il fallait être beaucoup plus ferme. Je pense que dans le gouvernement, je suis de ceux qui portent cette voie de grande fermeté. Gérald Darmanin. Je vous le laisserai. Qu'est-ce que vous dites ? Je le prendrai pour chez moi, ça ferait plaisir. Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs ce soir en direct pour éviter qu'ils votent ou pour la LFI ou pour le Rassemblement national et qui reviennent chez vous, chez Renaissance, et que vous ayez une majorité et que vous soyez encore ministre de l'Intérieur après le 7 juillet. Mais que le pays ne peut pas se permettre l'aventure. Que le pays doit avoir de la stabilité avec des gens qui, bien sûr, ne sont pas parfaits. Et bien sûr, il doit y avoir des changements et des changements de méthode. Mais on montrait que pendant le Covid, si on avait laissé les autres, les zinzins et les zozos, là, de chaque côté, on aurait eu des vaccins qui ne fonctionnaient pas, on n'aurait pas pris des mesures courageuses et notre économie se serait effondrée. C'est ça la vérité. Vous savez, j'ai passé des semaines au lendemain du Covid à avoir des commerçants qui disaient merci beaucoup. C'était assez rare, il faut bien avouer, en général. Hein. Moi, mon père était commerçant. Je sais qu'un commerçant, c'est parfois un peu contestataire, c'est normal parce qu'il travaille beaucoup. Merci beaucoup, vous nous avez sauvés. Merci pour nos salariés. Si c'était les autres, qu'est-ce qu'on se serait passé ? La Russie. Si c'était les autres, M. Mélenchon comme Mme Le Pen, qui voulait faire un travail en commun avec M. Poutine, qu'est-ce qui se serait passé ? Et vous savez, il y a l'élection de demain pour la vie de tous les jours, le pouvoir d'achat, la sécurité. Et puis, il y a des grands événements qui arrivent qu'on ne connaît pas. Personne ne prévoyait le Covid. Personne ne prévoyait la guerre en Ukraine. Et vous pensez qu'il faut mettre M. Bardella ou M. Mélenchon, parce que c'est M. Mélenchon le Premier ministre, hein, si j'ai bien compris, de la NUPES, puisqu'ils ne sont pas mis d'accord entre eux. Donc c'est donc M. Mélenchon, j'ai rapidement écouté à la télévision tout à l'heure. Vous pensez que c'est eux qui sont à la barre du bateau s'il y avait un problème tel que le Covid, tel qu'une guerre ? Vous pensez vraiment que c'est sérieux, ça ? Donc la vérité, c'est qu'il faut de la stabilité. Les Français ont passé un message dur vis-à-vis de nous, un message juste, parce que le peuple a toujours raison, on l'a bien compris, et on va se battre pour reprendre leur confiance, parce que depuis 7 ans, on a quand même beaucoup d'états de service. On a une tradition dans cette émission. Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon sont sur un bateau. Vous pouvez en sauver qu'un, vous sauvez qui ? Aucun des deux ? Le problème, c'est que j'ai compris qu'avec M. Bardella, on ne pouvait plus faire venir de bateau.
Oui. Donc voilà, je les laisserai peut-être tous les deux ensemble. Voilà. Alors, je tiens à vous le dire, vous avez été excellent, une fois de plus, monsieur le ministre, à part sur Éric Dupond-Moretti, mais sinon, excellent comme d'habitude. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.